80% des gens qui viennent me voir avec leur assurance vie me disent je comprends pas, ça fait 10 ans je mets 100 balles tous les mois ou 200 balles tous les mois et je suis en négatif. Dans les 10 dernières années, la bourse elle a fait x2 quoi. Comment ça se fait que toi t'es encore à l'équilibre ou que t'as fait que 5%? Gagner plus, on va dire, sans éducation financière, ça peut être dangereux parce que si tu n'es pas conscient de ce que tu dépenses, en fait t'as beau gagner 10 000 balles, tu vas peut-être en dépenser 12 000 et ça va être encore pire. Et quand j'étais coach budgétaire, on peut croire que j'accompagnais que des gens qui gagnaient le SMIC ou 2000 balles, mais c'est faux. J'avais la moitié de mes clients qui gagnaient 5 000 et j'ai même des clients qui gagnaient 8 000 ou 10 000 et qui étaient à découvert avec des crédits conso. Mon premier side business c'était mon budget zen où j'expliquais comment je gérais mon budget, comment moi j'arrivais à épargner 10 000 euros par an avec 2500 euros par mois. Ça paraissait fou pour beaucoup, mais j'y arrivais. Au pire quoi? C'est quoi le pire qui puisse t'arriver? Moi c'est toujours ce que je me dis quand j'ai une décision importante à prendre, un gros problème, c'est quoi la pire conséquence qui puisse passer? Ça marche pas. C'est quoi la solution de repli? Tu retournes dans le salariat? Qu'est-ce qui initialement t'a motivé à quitter sûrement un job plutôt bien payé hein? Je me faisais chier. Je pense que beaucoup de gens le connaissent, et la boule au ventre du dimanche soir, tu travailles que pour tes 5 semaines de congé par an, tu sens pas vraiment d'intérêt dans ton travail, tu as l'impression d'être vraiment un maillon d'une chaîne. J'ai perdu beaucoup de temps sur des détails et je pense que ça c'est vraiment commun à tous les gens qui se lancent sur le nom, le site internet, le logo, tout ça. Enfin, au début on s'en branle quoi. Et si on raisonne un peu plus de manière pragmatique, le premier truc à faire, tu vois, c'est... Est-ce que vous n'avez pas l'impression de tout le temps changer de conseiller bancaire? En France, on connaît une crise de confiance des particuliers envers les institutions traditionnelles, et notamment les banques et les banquiers. Il y a quelques années, c'était pas vraiment un sujet. Qui allait voir d'autre que son banquier pour des conseils en investissement? Sauf qu'aujourd'hui, les règles du jeu ont changé. On peut aller voir des gestionnaires de patrimoine ou des conseillers en investissement indépendants, on peut s'adresser à des courtiers en ligne spécialisés et très compétitifs, voire même on peut se former et devenir autonome dans la gestion de ses investissements. C'est cette troisième voie que j'ai choisie il y a quelques années et qu'a également choisi mon invité du jour, Thomas Créton. Thomas, c'est un particulier comme vous et moi qui était intéressé à la base par les finances personnelles et l'investissement. Il s'est formé, il a passé toutes les certifications et accréditations associées à l'activité de conseil en investissement et aujourd'hui il démocratise ces sujets au plus grand nombre, tout comme moi. Pendant cette discussion, Thomas m'a expliqué étape par étape comment est-ce qu'il est passé de particulier sans connaissance à professionnel éclairé du secteur. Si vous cherchez à améliorer votre éducation financière, voire même si vous êtes intéressé et que vous voulez découvrir les dessous du métier de conseiller en investissement, cet épisode est fait pour vous. Bon visionnage. Salut Thomas. Salut Charles. Bienvenue dans le grand bain. Merci de m'accueillir. Très content d'être là. Écoute, ça fait plaisir d'avoir un confrère, conseiller en investissement, confrère podcasteur. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu as toujours le podcast anciennement appelé mon budget zen. Tu fais près de 25 000 écoutes mensuelles. Aujourd'hui, c'est investir simple. Et ce qui m'intéresse, c'est ce pourquoi je voulais te recevoir sur le podcast. C'était déjà parce qu'on a quelques similitudes, toi et moi, que ce soit sur la partie, comme j'ai pu le dire, création de contenu, podcast, mais aussi sur la partie conseil en investissement. Et on a des profils similaires et en même temps un petit peu différents. Hein, toi, tu es conseiller en investissement financier indépendant au sens de la réglementation. Et donc, on verra plus tard ce que ça signifie. Mais ce qui m'intéressait avec ton profil, c'était que, à la base, un peu comme moi, t'es pas un financier. C'est ça. T'es pas quelqu'un qui a fait des études particulièrement poussées dans la finance. T'as pas eu des expériences en cabinet de patrimoine ou en banque. Et pourtant, aujourd'hui, t'es devenu un petit peu une référence Merci. dans l'investissement, dans la gestion des finances personnelles. Et je pense que tu as beaucoup de choses, tu as partagé beaucoup de choses, tu partages encore beaucoup de choses dans tes contenus, certaines philosophies, certains conseils. Et justement, je voudrais parler avec toi finalement de ton parcours un petit peu et de comprendre comment à la base un side hustle, un side business, une activité secondaire, s'est progressivement transformé et progressivement devenu ton activité à temps plein. Et donc aujourd'hui, c'est un peu les grandes thématiques dont on parle souvent, c'est est-ce que tu te considères libre financièrement grâce à cette nouvelle activité? Et aussi un petit peu parler de ton activité de conseil en investissement et plus en détail parce que tu vois, je reçois beaucoup de demandes par rapport à ces sujets-là. Comment est-ce qu'on devient conseiller en investissement? C'est des sujets qui m'intéressent. Est-ce que c'est accessible? Quelles sont les études nécessaires? Est-ce que ça paye bien? Les questions qui fâchent et dont on a envie de connaître la réponse. C'est un petit peu les grands sujets dont je voudrais parler avec toi aujourd'hui. Est-ce que ça te C'est convient? nickel. Alors, il y a pas mal de matière dans tout ce que tu as dit. Je pense que c'est bien. Tu m'as dit le temps que tu as prévu pour l'épisode et je pense que ça va convenir parce que dans tout ce que tu m'as dit, je pense qu'il y a de la matière à discuter.
Il y a beaucoup, beaucoup de choses, je pense aussi. Et donc, peut-être en quelques mots, j'ai déjà dit, quelques grandes lignes. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu voudrais ajouter quelques éléments, à ta Bah, présentation? t'as dit le principal, hein, mais ouais, alors je vais peut-être un peu le redire, peut-être le dire un peu différemment au cas où tu oublié des trucs. Mais voilà, donc j'ai créé mon budget Zen en 2020. Donc à la base, j'ai aidé les gens à mieux gérer leur budget. En fait, hein, j'étais coach budgétaire et j'ai dérivé peu à peu sur l'investissement parce que j'ai considéré, je me suis rendu compte que ça intéressait plus mon audience et même moi en tant qu'investisseur, enfin à titre perso, j'étais beaucoup plus intéressé et passionné par l'investissement. Et voilà, j'ai vraiment dérivé, on va dire, assez naturellement vers cette niche-là. Et pour ça, bah voilà, on y reviendra, hein, mais j'ai passé mes habilitations pour devenir CIF, pour devenir conseiller. Et voilà, et puis donc maintenant, donc j'ai changé de branding hein, cette année, en 2023, en mai 2023. Ça a été une belle étape très compliquée que je te recommande pas de faire parce que c'est pas facile. Ouais. Et voilà, donc du coup, maintenant, je m'appelle Investir Simple, là, depuis mai 2023. Et voilà, après, tu me diras si tu veux qu'on revienne sur mon parcours, mais comme tu dis, je suis pas du tout j'ai pas fait d'études dans la finance. À la base, je suis ingénieur. J'ai fait 10 ans, on va dire, dans l'industrie. J'ai eu ce side business, donc j'ai commencé en 2020 et je suis à temps plein depuis début 2022. C'est un peu dans OK, le désordre, ouais. ma présentation, mais voilà, je voulais être bref. Non, non, mais c'était très clair, c'était très clair. Et justement, alors comme tu dis, tu étais pas initialement formé sur ces sujets, c'était plus une question d'appétence, d'intérêt, de passion presque. Je pense que la grande question que beaucoup de personnes se posent quand elles, commencent à se former sur ces sujets, c'est, où est-ce que je me forme? Comment est-ce que je me forme? Quelles sont les bonnes ressources? Et donc toi, quelles ont été quand tu t'es lancé ou à minima quand tu as voulu te former sur ces sujets, avec quelles ressources tu t'es formé? Je pense comme la plupart des gens aujourd'hui, ben, internet, hein, ça reste quand même je sais pas, la façon la plus simple et même la moins chère finalement de se former quand on démarre. Parce qu'au début, tu as peut-être pas envie de mettre 2 000 balles dans une formation. Donc j'ai commencé tout simplement avec la curiosité. Je pense que ça, c'est vraiment un trait de mon caractère, de ma personnalité et je pense un gros avantage, on pourra peut-être revenir après on va dire une belle caractéristique d'un investisseur, c'est d'être curieux. C'est-à-dire de toujours aller chercher l'info, toujours de comparer. Et moi, j'ai commencé, ben, tout simplement en regardant sur internet, voilà, comment ouvrir une assurance vie ou comment investir dans l'immobilier, par exemple. Parce que j'ai quand même commencé par là. Mmh. Donc j'ai commencé par, voilà, me former sur internet, regarder des contenus YouTube, suivre des chaînes, écouter des podcasts. Je me suis aussi, je me suis aussi formé avec du payant. J'ai aussi, acheté des bouquins, j'ai acheté aussi des formations en ligne sur l'investissement. Enfin bref, j'ai fait du gratuit et du payant, mais principalement, ça a été voilà, contenu podcast, vidéo sur YouTube et bouquins. Ça a été mes principales sources de formation et ça reste mes principales sources de formation et d'information. Parce que bah, tu dois le savoir, comme moi aujourd'hui, tu es obligé d'un peu de suivre l'actualité. Hein. Quand tu veux conseiller tes clients, il faut quand même savoir ce qui se passe aujourd'hui. Donc, je continue énormément à me former grâce au contenu podcast YouTube principalement et des bouquins. Et de plus en plus, j'essaye maintenant de faire l'effort d'aller chercher des contenus un peu plus anglophones. C'est plutôt un de mes objectifs pour 2024 parce que je le fais pas encore vraiment très bien, mais ouais, tu dois le savoir, ils ont souvent une petite longueur d'avance sur nous. Donc c'est Mmh. aussi intéressant, je pense, d'aller chercher de la formation là-bas, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et tu vois, je pense qu'il y a 3 grandes catégories de contenu quand 3 grandes catégories de ressources quand tu veux te former, sur ces sujets, sérieux et on va dire, importants comme, l'investissement. C'est enfin, pas que, je sais pas moi, d'autres matières sont moins importantes, mais on va dire qu'il y a quand même une dimension où tu vas utiliser on va parler d'utiliser ton argent, hein. C'est pas, tu une formation sur la couture et puis bon, bah, tu fais ta couture, c'est toi, c'est cool. Là, si tu prends une formation, même si tu suis des contenus qui sont de mauvaise qualité, qui apportent de mauvais conseils, tu peux mettre en danger ta sécurité financière. Donc l'enjeu, il est quand même, Mmh. significatif. Et il faut, donc très, très bien choisir ses ressources. Et donc je disais, je pense qu'il y a 3 grandes catégories de ressources quand tu veux te former. Tu as les ressources, 100 gratuites, hein, sur internet, comme tu l'as dit très justement, des podcasts, des newsletters, des blogs, hem, il y a sûrement, ouais, même des e-books qui sont trouvables en ligne gratuitement. Donc il y a beaucoup, beaucoup de ressources. La seule difficulté, ça va être que, justement, il y a tellement de ressources que c'est Mmh. difficile de distinguer le vrai du faux, le bon du mauvais conseil. Et parce qu'aujourd'hui, c'est à la fois la beauté et la difficulté d'internet, c'est que tu peux avoir des personnes qui créent du contenu gratuit de très bonne qualité, mais tu as aussi des gens qui créent du très mauvais contenu et donc quand tu es pas formé, c'est dur de faire, la distinction.
Donc c'est tout le côté délicat du du contenu gratuit sur Internet. Après, tu peux te former avec des formations payantes, comme Mhm. tu l'as dit. Et donc là, bah, encore une fois, il y a sûrement des formations de moins bonne qualité payantes et il y en a de très bonne qualité. C'est juste que, bon, généralement, tu vas moins te casser les dents si tu vois, tu vas vers des formations qui sont des références, beaucoup de Mhm. témoignages, beaucoup de contenu. Si jamais le créateur, le formateur, il est un peu connu, toi-même tu le suis peut-être depuis quelques temps. Enfin voilà, il y a quelques Mais c'est critères qui te surtout permettent ça, de je pense. réduire le Je pense que risque. enfin, moi, je me rends compte que les gens qui achètent chez moi, c'est souvent des gens qui sont Mmh. auditeurs du podcast, par exemple, ou qui me Ouais. suivent déjà. Parce que c'est Mmh. vrai que aller vendre une formation en ligne à quelqu'un qui te connaît absolument pas, c'est quand même compliqué. Mmh. Parce que même moi, en tant que client, hein, je suis aussi acheteur de formation. Ben, en général, j'achète chez des gens qui m'ont déjà donné du contenu gratuit, sur lequel je suis aligné avec la Mmh. philosophie, sur lequel il m'a déjà donné beaucoup de valeur gratuitement. Donc je me dis que le Mmh. payant, je pourrais pas être déçu. Et c'est ce que je constate moi Mmh. chez mes clients, du moins sur la formation en ligne. Et même sur le Ouais, CIF, hein, on en reparlera après, mais même sur le conseil, quoi. ouais. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Bah, on en reparlera parce que ça m'intéresse beaucoup. Et la troisième. Et peut-être la troisième et dernière catégorie, voilà, la fameuse. Non, pour le coup, c'est peut-être la moins la moins enfin, pas la moins intéressante, mais bah, les formations, on va dire, certifiantes, presque administratives, réglementaires, j'ai envie de dire. Tu vois, moi, pour me former sur la partie gestion de patrimoine, j'ai fait un master 2 en gestion de patrimoine et donc pareil, bah, j'ai acquis plein de connaissances, plein de compétences. Bon, bah, c'est des formations payantes aussi, mais on va dire plus, Mmh. réglementaires et administratives, donc c'est moins, moins marketé Mmh. et le fond, pour le coup, il est pas forcément meilleur. Alors je sais pas toi si, du coup, avec tes certifications, tu as dû suivre, tu vois, des formations Mmh. réglementaires. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est pas là où j'ai appris Ah le bah, plus de c'est pas choses. grâce à ça que je conseille mes clients, en tout cas. C'est c'est clair que Mais c'est dingue quand c'est même! C'est quand même moi, dingue, tu c'est vois, ça qui ça me rend de fou dire: aussi. «Attends, En fait, c'est» quand j'ai passé ma formation CIF, la certif MF, enfin bref, tous les mêmes trucs que tu as passé, bah, en fait, oui, tu apprends des trucs, tu apprends énormément sur la réglementation. Alors, oui, là, c'est sûr que, l'autorité qui machin qui régule ça ou, enfin bref, tu sais énormément de trucs sur la réglementation et la conformité, le parcours client, bref, les trucs comme ça. Mais sur le conseil pur et dur, donc comment marche, je sais pas moi, comment marche un ETF, une SCPI? Qu'est-ce qui est le mieux pour telle personne, pour la transmission, pour une SCI? Enfin bref, tous les trucs au final sur lesquels tu vas réellement conseiller tes clients, beh, c'est horrible à dire, mais je l'ai appris par moi-même. Je l'ai pas appris grâce aux formations mmh certificantes. C'est vraiment mon mh. expérience perso, ma curiosité perso, le contenu que je suis allé chercher moi sur YouTube, sur les blogs, sur les podcasts, dans les livres, qui me permettent aujourd'hui de conseiller. Et, et je trouve que c'est un peu triste, tu vois. C'est un peu triste. Alors, peut-être aussi parce que je fais du conseil en investissement peut-être de manière peut-être un peu différente aussi. Comme toi aussi, on avait eu l'occasion d'en discuter sur mon podcast. Peut-être parce qu'on conseille de la gestion passive, et c'est un truc qui n'est pas forcément recommandé, enfin, qui n'est pas forcément beaucoup recommandé par la majorité des CGP traditionnels. Donc peut-être pour ça que dans les formations certificantes, on ne parle pas beaucoup d'ETF, par exemple. On va parler énormément de Mmh mh. SICAV, de PCVM, d'obligations, de machin, mais ETF action, suivre un indice et tout, ça, je sais pas s'il y avait Ouais, 10 minutes dans la formation CIF, c'est le bout du monde, tu vois. ouais. Ouais, non, mais c'est ça, non, mais tu fais bien de le dire et je pense qu'il y a une double dynamique, en fait, c'est alors déjà peut-être petit rappel, hein, dans les produits qu'on conseille dans l'investissement, on a les produits de gestion passive et les produits de gestion active. Les produits de gestion passive, c'est par exemple les ETF, hein, c'est des paniers d'actions qui permettent d'investir de façon passive et diversifiée, dans les marchés. C'est très simple, c'est très peu chargé en frais, c'est très performant. Et de l'autre côté, on a les produits de gestion active qui sont les produits habituellement préconisés par les banquiers ou les gestionnaires de patrimoine et qui ont pour objectif de battre le marché, donc faire mieux que la gestion passive. Mais les statistiques montrent Ça que marche pas beaucoup, en quoi. moyenne et même sur le long, 95% des fonds actifs sous-performent, donc font moins bien que la gestion passive. Mais bon, ça c'est Un autre débat. tout un autre débat. Et tu vois, ce pourquoi, bah justement, en fait, moi je me suis rendu compte que pourquoi les banquiers, pourquoi les gestionnaires de patrimoine préconisent souvent de la gestion active plutôt que de la gestion passive. Je pense qu'il y a trois raisons. Déjà, la première raison, ça serait que, bah, tout simplement, ils ont pas de conviction dans la gestion passive Mmh. et ça, ils ont le droit, j'ai envie de dire, tu vois? Selon comment tu t'es formé, selon chez qui tu t'es formé, selon les arguments de la personne en face, bah, faut te forger une Mmh. conviction et si jamais tu n'as pas eu de bons arguments, pour, soutenir la supériorité de la gestion passive, mécaniquement, tu vas dire: «Bah, non, moi, j'ai une conviction dans la gestion active, donc je vais préconiser de la gestion active». Mmh. Fine, tu vois? J'ai envie de dire: «OK». L'autre raison, ça serait que tu n'as jamais entendu parler de la gestion Bon, passive, ce tout serait quand simplement, même grave ou quand en tout même, hein, cas, quand tu tu es t'es CGP, que tu as jamais entendu parler de gestion passive, ouais, mais en même temps, tu vois, enfin,
Justement, je pense que c'est un peu lié à la troisième, à la troisième raison. Bah, tu vois, moi, quand j'ai fait mon master 2 en gestion de patrimoine, Mmh. la gestion passive, mais on n'en parlait pas Ah du mais tout. je Pas sais, du hein, tout, on du en tout. parle, quasiment pas, quoi. Les ETF, c'est, «Ah bah, ça existe», tu vois? Ils te disent que ça existe, mais la préconisation derrière, ils te disaient: «Pour vous, pour vos clients, bah, vous allez recommander ou vous allez plutôt sélectionner les fonds», Mmh. donc les OPCVM, les fonds de gestion active, qui vont eux, faire tout le micmac de la location d'actifs et compagnie, pour vos clients. Et un, c'est parce qu'ils ont pas sûrement pas une conviction forte dans la gestion passive, mais 2, c'est aussi parce qu'il y a des frais, et ce qui rémunère le conseil, c'est en grande partie, bah, les frais, pour les conseillers, non indépendants. Et donc, si tu préconises des ETF à 0,3 de frais, tu vas pas manger grand chose à la fin du mois. Par contre, si tu préconises des, produits de gestion active avec 2,5 de frais, C'est bah, mieux, là, c'est tout de suite, ouais. plus intéressant. C'est ça. Ouais, d'où le ouais Donc, et d'où le enfin, le grand sujet, bah, voilà, du conseil indépendant et qui fait que, je pense après voilà, je sais qu'il y a pas grand monde qui est d'accord avec moi, enfin surtout les CGP traditionnels, mais enfin, pour moi, il peut y avoir vraiment un risque de conflit d'intérêts et un risque de conseil biaisé finalement. Parce que quand tu conseilles un produit qui te rétrocède plus qu'un produit qui te rétrocède moins, mais qui est potentiellement plus performant pour le client, il y a quand même vraiment un sujet pour moi. Alors, je sais, hein, de toute façon, quand tu t'inscris à l'ORIAS, il faut que tu fasses une procédure voilà, pour prouver les non-conflits d'intérêts. Donc, je pense que ça doit être très bien rédigé, très bien justifié par les juristes. Mais moi, c'est quelque chose qui, on va dire, éthiquement, me met mal à l'aise, en fait, de me dire, je vais conseiller à mon client un fonds d'investissement, alors que moi-même, déjà, en tant que particulier, je n'investis pas sur un fonds. Et, j'ai une conviction forte sur le fait que la gestion passive est meilleure que la gestion active, notamment sur deux aspects que tu as très bien dit, qui sont que les frais sont moins importants et que, historiquement, ben, sur 10, 15, 20 ans, 95, 98%, alors j'ai plus les chiffres exacts, il faut regarder l'étude Spiva, hein, j'invite les auditeurs, à ceux qui connaissent pas, à regarder l'étude Spiva, celle qui met vraiment en avant ça, en fait, la gestion active vs la gestion passive. Et donc voilà, je suis un petit peu mal à l'aise finalement à conseiller quelque chose sur lequel je n'ai pas de conviction, enfin j'ai pas une conviction forte, et Mmh. bon, raison pour laquelle j'ai Mmh. tendance à plutôt conseiller la gestion passive aussi. Et les gestionnaires de patrimoine qui préconisent la gestion active vont te répondre la même chose, c'est Mmh. ça qui est beau. Ouais, mais après, Ils vont te dire la même chose. chacun ses convictions et il y a pas de mal à ça, tu vois? Enfin, Mmh. et Ouais, j'ai 100. déjà entendu, voilà, des arguments plutôt pour sur la gestion active. Oui, il faut savoir, souvent l'argument qui va en avant sur la gestion active, c'est que, bah, oui, il faut savoir sélectionner le bon fonds. Et ouais, tu dans les statistiques qu'on dit, il y a 5-10 des fonds qui font mieux que le marché sur le long terme. Ça existe. Par contre, est-ce qu'ils vont continuer sur les 20 prochaines années? Je ne sais pas. Et est-ce que je vais être capable, moi, de savoir les. Enfin, j'ai pas la prétention de les savoir, tu vois. Et on va dire, moi, je suis plutôt humble, on va dire, sur mon conseiller en me disant bon, on se base sur les statistiques. Et bah, les statistiques disent que, voilà, sur le long terme, enfin, tu as beaucoup plus de chances finalement de faire mieux avec un ETF qu'avec un fonds d'investissement à risque équivalent. Attention, on ne parle pas de prendre plus ou moins de risques, hein, à risque Mmh. équivalent. Donc, Mmh mh. voilà. Et une des raisons pour laquelle, pour moi, la gestion active sous-performe, enfin, je vois deux raisons. Tu vas me dire si tu les partages. La première, c'est que bah, tu as les frais. Donc, tu as 2% en moyenne au lieu de 0,2 en moyenne pour les ETF. Donc, ça fait quand même quasiment en moyenne 10 fois plus. Ce qui fait que 2 de ces frais de ouais, frais de gestion gestion annuels. annuels, c'est ça. Ce qui fait que théoriquement, pour qu'un fonds d'investissement batte son indice de référence, donc son ETF, il faut qu'il fasse à peu près, allez, on va dire, on va voir large, 1,5% de mieux tous les ans. Donc c'est possible sur un an, enfin c'est plausible sur un an, 2 ans, 5 ans, mais sur 10, 20 ans, c'est quand même compliqué de surperformer de 2% par an. Et la deuxième raison pour laquelle je vois aussi que c'est plus compliqué pour la gestion active de faire mieux que la gestion passive, c'est qu'aussi les gestionnaires actifs ont besoin aussi de montrer des résultats aux clients. C'est-à-dire que quand ça va mal, par exemple, ils ont besoin aussi de montrer qu'ils limitent peut-être moins les pertes que l'indice de référence. Et ça peut du coup engendrer des décisions, des arbitrages qui font que, en fait, sur le long terme, ça pénalise parce qu'ils vont peut-être sortir trop tôt, ils vont peut-être pas réinvestir au plus bas, alors que l'ETF, vu que c'est passif, bah, en fait, il va juste suivre le marché. Et dans les périodes voilà, avec de crise ou quoi, bah, il y aura peut-être des décisions qui auront
pas été les meilleurs par rapport voilà, au fait d'afficher de meilleurs perfs par rapport à leur indice ou par rapport à d'autres qui font qu'en fait, sur la gestion passive, en fait, on n'a pas ces émotions-là ou on n'a pas ce besoin de montrer les résultats aux clients qui font qu'en fait, sur le long terme, ça performe mieux, quoi. Mhm. Ouais. Bah, ce qui mine la performance des contrats traditionnels, des produits traditionnels, des stratégies traditionnelles préconisées par les banquiers, préconisées par les gestionnaires de patrimoine, préconisées par les, euh, les fonds d'investissement, c'est cette volonté de, ou plutôt cette obligation qu'eux-mêmes s'imposent de maintenir un contrat relativement stable en termes de performance, alors que par construction, par essence, ce qui va apporter la performance dans les marchés financiers, c'est la volatilité. Et donc à vouloir absolument réduire la volatilité, bah, tu vas La tuer performance, toute c'est la ça. performance possible du contrat. Et ça se voit pas uniquement chez les gros fonds d'investissement, mais même dans les petits contrats, chez ton banquier, Mamie Gâteau qui ouvre un compte ou même sans parler de Mamie, parce qu'à la limite, tu dis, elle a un profil prudent, mais même des jeunes qui vont ouvrir un contrat d'assurance vie chez leur banquier, j'en ai déjà vu, avoir des banquiers ou des conseillers qui vont préconiser 50% de fonds euros dans un contrat. Je dis, mais attends, mais Mm. t'as 25 ans, t'as la vie devant toi, t'as des super revenus, t'as pas de... Enfin, t'as une situation financière très stable, un profil d'investisseur dynamique, et pourtant, tu as un contrat avec 50% de fonds euros dedans. Mm. Tu dis, qu'est-ce qui se passe, quoi? Et en fait, c'est pourquoi le fonds euro appelle, c'est la poche garantie des contrats d'assurance vie. Il y a 2-3% de maximum de performance, donc c'est extrêmement stable, mais ça n'ira jamais plus loin, ça n'ira jamais en dessous. Et c'est pour ça qu'en fait, sur le long terme, à cause des 2% de frais dont on vient de parler en moyenne, plus une performance très stable, Plus les frais bah, en sur fait, versement, la les frais performance d'arbitrage et les frais de sortie aussi, il y a ça, hein. sans compter tous les frais supplémentaires, in fine, tu te retrouves avec des Mm. contrats qui ont une performance Voire proche de négative, hein. zéro, voire même un petit peu négative à cause des frais. Et c'est comme ça, je sais pas toi, mais j'ai déjà eu des clients euh, âgés ou moins âgés, hein, qui avaient des contrats soit hérités, soit qu'ils avaient depuis de nombreuses années, euh, nombreuses, 10 ans, 15 ans, 20 ans, et dont la performance du contrat était nulle ou proche Ah. de zéro. Et je disais, mais attends, Ah mais mais qu'est-ce mais que c'est que mais ce moi contrat? c'est Comment un 4 contrat c'est peut... ça c'est mon quotidien, hein, Charles Elias, c'est mon quotidien. J'ai 80% des gens qui viennent me voir avec leur assurance vie, me disent: «Mais je comprends pas, ça fait 10 ans, je mets, 100 balles tous les mois ou 200 balles tous les mois et bah, je suis en négatif» et je regarde je C'est regarde horrible. leur contrat. Alors voilà, ils sont sur, des banques traditionnelles et je regarde, bah, de quoi est composé un contrat. Donc tu as une partie en fonds euros, une partie en unité de compte. La partie en unité de compte, bien sûr, que en fonds d'investissement, donc déjà 2% de frais partout, ça pourquoi pas, parce que bah, c'est les fonds d'investissement. Par contre, tu as les frais de versement, les frais d'arbitrage, les frais de gestion qui sont, bah, voilà, en fait, qui sont allez, 4 à 5 fois plus chers qu'un courtier en ligne, par exemple. Et bah, ils comprennent pas. Et je leur dis, mais en plus, ce qui est plus dingue, c'est que sur tes unités de compte, tu investis en bourse finalement, parce que tu es en fonds d'investissement actions généralement. Et dans les 10 dernières années, la bourse, elle a fait x2, quoi. Et comment ça se fait que toi, tu es encore à l'équilibre ou que tu as fait que 5%? Et c'est quand, bah, c'est à ce moment-là qu'on rentre dans le détail de ce qu'on est en train de dire. Et bah, en fait, la raison, c'est ça, enfin, en gros, la couche de frais, ton allocation, bref, tout ce que tu viens de dire, quoi. Ouais, ouais. Et tu vois, enfin, moi, ça me tue parce que parfois, j'ai les gestionnaires qui viennent. Parce que moi, du coup, je suis presque un peu en croisade contre ces frais et ces stratégies actives qui plombent la performance des particuliers. Et derrière, ils viennent dire oui, mais les frais, c'est aussi pour rémunérer le conseil, l'accompagnement, le machin et tout. Je dis, mais arrêtez. Enfin, je veux dire, ok, il y a des gestionnaires de patrimoine qui, tu vois, une vraie relation humaine, qui apportent une vraie plus-value personnelle à leur conseil, mais il y en a tellement, et c'est la majorité, ils sont juste là pour prendre leur encours, leurs frais sur encours, Et le et conseil, tu on sait vois, pas pas trop où il est, apporter quoi. particulièrement un conseil personnel. Le conseil, Comment? on se demande où il est, quoi. Enfin, c'est un truc que j'ai déjà vu aussi hein, chez des clients à moi, c'est que bah, le conseil, il n'est pas vraiment là finalement. Il est là peut-être au début. Après, est-ce qu'il est là tous les mois, tous les 6 mois pour lui proposer une allocation pour performer mieux? Je ne suis pas sûr, quoi. Ouais. Bah, tu vois, on a deep dive un petit peu rapidement, mais peut-être réexpliquer, est-ce que tu peux nous réexpliquer les deux grands types de Alors, conseils? je vais même t'en citer trois. Moi, j'ai toujours Super, tendance et en plus, c'est marrant bonus. parce que je viens de faire mon post Instagram de ce matin qui est exactement là-dessus, donc j'ai tout en tête. Euh, Parfait. En gros, moi, je vois deux grandes familles et à l'intérieur de la deuxième grande famille, encore séparées en deux. Première, donc, c'est ce que j'appelais les CGP traditionnels. Les CGP traditionnels, le CGP non indépendant. Lui, ça va être généralement le CGP de ta banque. Alors, je ne parle pas du conseiller bancaire, le conseiller clientèle, qui lui est généralement plutôt un commercial,
Attention, je dis pas que c'est bien ou pas bien, c'est juste un conseil commercial qui va généralement être là pour la gestion de tes comptes, qui peut aussi te faire ouvrir une assurance vie, mais qui est plutôt là pour vendre du produit et pas forcément pour du conseil. Mais au sein de la banque, donc généralement quand tu veux placer ton argent, que tu as un petit peu plus d'argent, ou que tu veux aller voir d'autres types d'invest, après le conseil clientèle, tu vas aller voir le CGP de la banque. Donc c'est le niveau au-dessus du conseil clientèle, mais ça reste la première catégorie de CGP que je vais expliquer. Et lui, il va conseiller uniquement les produits maison, uniquement les produits, je ne sais pas si c'est le Crédit Agricole, il va que le Crédit Agricole ou de la BNP ou que sais-je, enfin, de la Société Générale, bref, de la banque sur laquelle il est rattaché. Donc, il va pas avoir une indépendance sur les produits à conseiller, parce qu'il va uniquement proposer l'assurance vie de la maison, le PER de la maison, le PEA de la maison. Ça, c'est le premier type de CGP. Donc, forcément, tu comprends un peu ce que je sous-entends, c'est qu'il y a les frais qui sont forcément associés parce que c'est souvent des assurances vie ou des produits qui sont assez chargés en frais, mais c'est ceux de la maison, donc il ne peut pas en conseiller d'autres. Mais en réalité, voilà, encore une fois, je ne suis pas en train de leur cracher dessus, je dis juste que c'est un fait, il faut le comprendre, il faut en être conscient. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les CGP indépendants. Les CGP indépendants, dans la deuxième grande famille. Et dans cette famille-là, il y a les CGP indépendants au conseil indépendant et les CGP indépendants au conseil non indépendant. Et c'est là d'ailleurs où tous les deux, on se divise sur la branche, si je ne dis pas de bêtises. Les CGP au conseil non indépendant, et du coup, ils ne sont pas affiliés à une banque ou une assurance, ils ont plusieurs partenaires. Donc, ils vont pouvoir proposer... Ils vont avoir une indépendance sur les produits à proposer, donc l'assurance vie, le PEA, ils vont pouvoir présenter un éventail suffisamment large de choix. Par contre, le conseil n'est pas considéré comme indépendant au sens de la MIF 2 parce qu'il peut percevoir des rétrocommissions. Il peut facturer des honoraires et de la rétrocession. Et le troisième type de conseil, donc ça reste du CGP indépendant, mais au conseil indépendant au sens de la MIF 2. Et ce type de conseiller donc propose... Donc, il n'a pas de partenaire proprement dit, dans le sens qu'il ne peut pas percevoir de rétrocommission. Il est obligé de facturer des honoraires. Et s'il perçoit des rétrocommissions, il est obligé de la rétribuer au client. Donc voilà les trois grandes familles. Ce que tu appelles une rétrocommission, peut-être expliquer. Rétrocommission, c'est par exemple, toi, Charles Elias, tu me dis je veux mettre 200 € par mois sur une assurance vie. Moi, je te fais ouvrir une assurance vie chez Tartampion. Sur ces 200 €, moi, en fait, je vais percevoir un petit pourcentage de la part de l'assurance vie. Donc, imaginons que les frais de gestion sont de 1%. Ben, moi, sur ces 1%, ils vont me rétrocéder une partie de ces 1%. Donc, par exemple, 0,2%. Bon, c'est évidemment pas les chiffres exacts, mais c'est pour comprendre le principe. C'est que sur les 200 € que tu as placés par mois, tu auras l'assureur qui va se prendre sa part, mais aussi le conseiller va se prendre sa part régulièrement par l'assureur qui lui rétrocède une petite partie. C'est ça. Donc c'est presque un peu un rôle d'apporteur d'affaires, même si, comme tu l'as dit, tu n'es pas figé avec un partenaire en particulier pour, par exemple, tu as un contrat d'assurance vie à proposer, c'est toujours le même partenaire. Tu peux proposer tous les contrats du marché. Donc après, c'est un petit peu à toi de faire en tant que conseiller, de faire ta sélection, de savoir avec quel partenaire tu as envie de travailler. Et ensuite, du coup, de proposer le partenaire le plus adapté, le plus adéquat au client en fonction de ses objectifs, de ses besoins. Exactement. Et du coup, pourquoi est-ce que toi, donc tu l'as un petit peu déjà dit, mais pourquoi tu t'es dit je voulais mettre indépendant à 100% au conseil indépendant, quel était le rationnel derrière? Parce que pour ceux qui connaissent pas, c'est vrai que d'un point de vue administratif et réglementaire, c'est la pratique du conseil d'investissement la plus lourde, la plus régulée, j'ai presque un peu envie de dire chiante. Pourquoi est-ce que tu t'es lancé là-dedans? En fait, je t'avoue que c'était même pas prévu en fait. Quand je me suis lancé en tant que CIF, j'ai fait les formations, j'ai fait tout le tralala et tout, et c'est au moment de décider, moi j'ai dit je vais être indépendant. Mais au début, j'avais même pas forcément la connaissance de la distinction entre le indépendant comme toi et comme j'ai décidé de le faire. Et en fait, en discutant avec l'association AMF sur laquelle tu es obligé d'adhérer pour pouvoir être inscrit à l'ORIAS, en discutant avec le juriste, et c'est lui qui m'a expliqué ça, et moi sur le coup je dis non, moi je veux pas toucher de rétrocommission. En fait, ça me paraissait, j'avais pas envie, j'avais vraiment envie que mon conseil ne soit pas biaisé par une potentielle rétrocession plus importante par un partenaire qu'un autre. Donc j'ai décidé ça.
Alors, est-ce que c'est le bon choix ou pas? Je ne sais pas. Je sais que c'est un business model qui est décrié par la plupart des CGP en disant non, mais ça, c'est pas périn, c'est pas possible et tout. Moi, j'ai envie de dire aujourd'hui, ça va. Vraiment, je n'ai pas à m'en plaindre. Et puis, je pense qu'on pourra en discuter après. Et ouais, il y a vraiment ce côté. J'ai vraiment envie de facturer du conseil, en fait. J'ai vraiment envie de dire, OK, je suis là et j'ai pas envie d'avoir le moindre intérêt. J'ai pas envie d'avoir le moindre potentiel intérêt supérieur à celui du client. Je veux vraiment l'aligner avec celui du client et quelles que soient finalement comment dire, les contraintes administratives que ça peut procurer. Alors, pour être honnête, j'ai jamais fait l'autre façon de faire, donc je sais pas quelle est la différence en termes de contraintes administratives. Et je vais être aussi très honnête avec toi, j'exclus pas un jour peut-être de passer de ce côté-là. Alors, voilà, je sais pas, tu vois. Tant dans 3 ans, je me rends compte que en fait, le business model, effectivement, il est compliqué. Parce que c'est vrai que finalement, pour l'instant, moi, j'ai pas de revenus passifs liés à mon activité parce que j'ai pas d'encours. Tu vois, déjà, je fais pas de RTO, donc de réception transmission d'ordre. Donc, l'argent ne transite jamais par moi. Et donc, du coup, moi, je ne touche pas une rémunération en fonction de l'encours géré parce que je ne gère pas d'encours, en fait. Je gère uniquement, on m'appelle, on me dit, OK, moi, j'ai 100 000 à placer, comment je fais? Je lui dis exactement la stratégie, enfin bref, je lui explique tout ce qu'il faut. Mais après, soit il est autonome, soit après, on peut faire un point annuel et je facture au rendez-vous, mais j'ai pas de revenus issus de son encours régulier. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce modèle est assez décrié, parce que, enfin, assez décrié. Beaucoup disent que ça, c'est pas périn, parce que oui, tu n'as pas de salaire automatique. Il faut toujours soit trouver de nouveaux clients, ou alors avoir un client qui est OK pour payer un rendez-vous annuel pour faire le point, quoi. Ouais, bien sûr. C'est ça, c'est en fait tout le sujet. En fait, pour que les gens se rendent compte, hein, aujourd'hui, en France, à minima, 95% des CGP sont non indépendants au sens de la C'est ça, réglementation. même Hein, donc plus. ça veut Alors, dire que ça, c'est l'AMF qui le dit. Et j'en ai parlé avec un autre confrère qui est comme moi, donc MIF2. Et je vais être honnête, hein, moi, dans le monde aujourd'hui des CGP, pourtant, comme toi, hein, je suis un peu dans cet écosystème. Donc, je commence à connaître pas mal de gens. Alors, évidemment, c'est que en ligne, hein, je connais pas non plus tout le monde. Je connais aujourd'hui que 3 personnes, dont moi, qui suivent vraiment au sens MIF2. Et en discutant avec le OK. confrère avec qui je discute beaucoup, il m'a dit en réalité, on est beaucoup moins de 5% en fait. On doit être 1 ou 2% en fait, de tous les CGP à être réellement Ouais. indépendants au sens MIF2. Ça m'étonne pas beaucoup. C'est juste, bon, entre 95, 98, Mm. ouais, mais voilà, c'est minoritaire, très, très, très largement minoritaire. Et en fait, pourquoi? Et ça, c'est important que les particuliers le comprennent quand ils choisissent leur conseiller, c'est que c'est pas bien ou pas bien, l'un ou l'autre, c'est juste un mode de fonctionnement qui convient à certains profils et pas à d'autres. Et donc, tu vois, dans le fond du sujet, c'est que dans de la préconisation, dans du conseil indépendant au sens de la réglementation, comme pour toi, comme tu l'as dit très justement, la seule et unique rémunération que tu touches, ce sont les honoraires. Donc, il faut les facturer et il faut les payer, ces honoraires. Et généralement, alors je ne sais pas comment tu fonctionnes, si c'est avant ou après, mais très concrètement, c'est voilà, ma prestation, c'est X euros, et on va en parler juste après. D'ailleurs, ça m'intéresse de savoir un peu Combien je coûte? comment on peut dire. Combien tu coûtes, combien tu factures, pour que les gens se rendent compte un petit peu. Mais voilà, c'est de l'argent qui va sortir de la poche du client. Et ça, tout de suite, c'est comme si tu allais dans un magasin ou d'aller chez le coiffeur ou d'aller chez, voilà, peu importe, recevoir une prestation de service ou un produit, tu vas devoir le payer concrètement de ta poche et ça sort. Là où c'est moins douloureux de passer par du conseil non indépendant, c'est que, comme on l'a dit, la rémunération du conseiller passe en partie, voire même parfois en totalité, par des rétrocessions. Et les rétrocessions, là où c'est un peu, je trouve, pernicieux, c'est que on ne les sent pas. Dans le sens où, comme tu l'as dit très justement, moi je mets 200 euros sur mon contrat d'assurance vie, j'ai 1% de frais qui partent indépendamment du conseiller, de mon conseiller, etc. C'est les 1% de frais de gestion de l'assureur. Donc là-dessus, c'est comme ça, c'est entre guillemets un dollar. Et en plus, sur ces 1%, il y a une partie qui revient à mon conseiller. Donc in fine, moi particulier qui investis comme ça, j'ai presque l'impression de rien payer, alors que je le paye ce conseil. Mais on va dire que le ressenti, je sors pas mon chéquier pour te faire un chèque ou pour payer mon assureur. Et donc là-dessus, c'est moins douloureux. Donc il y a des personnes qui vont dire, moi, j'aime pas sortir de ma poche un billet pour te payer maintenant, et ils ont le droit. Mais par contre,
sur le long terme, et c'est ça, on pourra en reparler plus en détail, bah, les frais de gestion, ça finit par coûter plus cher que des prestations d'honoraires payées one shot. Et à l'inverse, il y en a qui se disent: «Bah non, moi je préfère payer moins cher sur le long terme, parce que, j'ai conscience de l'impact des frais sur le long terme», et auquel cas, du coup, je préfère payer one shot. Peut-être pour, tu vois, que les particuliers se rendent compte, hem c'est vrai que je pense que c'est très compliqué pour un particulier d'estimer ce que ça va lui coûter, que ce soit, à court terme avec du conseil non indépendant, ou à long terme, et c'est encore plus dur à long terme, sur du conseil, bah, non indépendant avec des frais et cetera. Pour que les particuliers se rendent compte, aujourd'hui, une prestation de conseil avec Thomas Creighton, ça coûte combien? Alors, avant de répondre au tarif, je vais juste te dire, un truc, enfin, je vais rebondir sur ce que tu as dit, que c'est ce qui est super Mmh mh. intéressant et qui est mon argument principal. Parce que c'est vrai que moi, quand j'ai quelqu'un en rendez-vous découverte, gratuit et quand je lui annonce le prix, bah, c'est vrai que, bah, des fois, il se dit: «Ouais, bah, attends, ça me coûte ça», alors que quand je passe par mon CGP, c'est «gratuit», tu vois? Entre guillemets, c'est gratuit et tu as très Mmh. bien détaillé le fond du problème qui est que en réalité, les rétrocessions et l'argent qui ne sent pas, bah, en fait, sur le long terme, c'est beaucoup moins cher. Moi, c'est ce que alors du coup, c'est toujours bizarre parce que forcément, moi, je prêche ma paroisse, donc je vais forcément aller dans essayer de convaincre qu'il aille de mon sens, mais je suis ultra convaincu et c'est vrai et quand je suis en visio avec la personne, je le montre avec des chiffres et j'invite les gens à aller checker sur ma page, bah, du coup, coaching, hein, où je mets les graphes et l'impact des frais. En fait, quand tu passes par un CGP non indépendant qui va te facturer vraiment beaucoup de frais, donc frais sur versement en fonction du produit, les rétrocessions, machin, VS, en gros, ben, ce que tu payes en honoraire quand tu as un conseil vraiment indépendant. Et généralement, des fois, alors ça dépend des montants aussi que tu mets, bien sûr, hein, mais généralement, en 1 ou 2 ans, tu as déjà rentabilisé tes honoraires, en fait. Parce que, mais tu le vois pas, en Mmh. fait. C'est vrai que ça fait peut-être un petit peu mal de les sortir d'un coup, mais en réalité, sur le long terme, en fait, tu le verras sur ta perf. C'est comment dire, ce que tu auras investi en Europe, parce que finalement, c'est un investissement que tu fais sur toi, c'est un investissement que tu fais sur ta future perf parce que c'est des frais qui ne ralentiront pas tes intérêts composés et ta perf. Et pour ça, le meilleur outil qui généralement assoit mon argument, et c'est bien parce qu'il n'y a rien de plus légitime aujourd'hui en France que ça, c'est le simulateur de frais de l'AMF. Vraiment, enfin, si tu connais pas, je Mmh. t'invite à le checker. Si, si, ouais. Alors, ils ont changé d'URL il n'y a pas longtemps, donc du coup, ça m'a mis plein d'erreurs 404 sur mon site parce que je sais pas combien de, Ah de, merde. de liens qui est renvoyé vers ce simulateur. Et c'est magique parce que bah, du coup, tu peux simuler tous les frais de versement, les frais de gestion, machin, et tu vois en fait l'impact qu'il y a sur 10, 20, 30 ans sur la perf. Ça, c'est la première chose. Et du coup, je vais répondre à ta question sur tu me demandais le tarif, ouais. Donc, généralement, moi, je sépare. Alors, je tiens à préciser, je fais un petit disclaimer quand même sur le tarif. C'est le tarif que je dis aujourd'hui, ils peuvent évoluer, tu vois. C'est dans les temps, ils ont déjà évolué parce que j'ai eu beaucoup de demandes, donc voilà. Et là, en ce moment, voilà, j'ai pas mal de gens sur liste d'attente, donc peut-être que le jour où j'ouvrirai les portes, ce sera peut-être plus ces tarifs-là. Donc là, on est en décembre 2023 et ça peut évoluer. Mais moi, je fais deux, on va dire, catégories de profils. Il y a, on va dire, les profils entre guillemets débutants. Alors, je ne veux pas dénigrer ceux qui ont en fonction patrimoine, mais généralement, inférieur à 100 000 euros, c'est un tarif fixe. Et au-dessus de 100 000 euros, c'est un tarif, il y a le socle tarifaire plus un pourcentage. Et sur on va dire, quand c'est inférieur à 100 000 euros, je facture 1 500 euros pour 3 rendez-vous, avec un accompagnement complet, un support, voilà, ils peuvent m'écrire quand ils veulent, sous 24 heures, je réponds, tout ça. Et on met en place la stratégie, qu'on parte de zéro ou qu'on ait de l'optimisation à faire. Et au-dessus, après de 100 000 euros, il y a un pourcentage appliqué sur l'encours. Grossièrement, c'est comme ça que je facture. Mmh. Aujourd'hui, encore une fois. Ouais. Ouais, mais donc finalement, tu vois, même, bah, 1 500 € sur, supposons un patrimoine de 100 000. Mais du coup, tu comptes quoi dans le patrimoine? Tu comptes, c'est le capital Ouais, le à capital à investir. investir, ou tu prends Je prends aussi pas en d'immobilier compte? parce que si la OK. personne, elle a, enfin, tu vois, ce serait pas juste si la personne, elle a sa RP qui vaut Mmh. 300 000 euros, je vais pas lui facturer ça, quoi, parce que je Mmh. vais pas l'étudier. Moi, je facture uniquement ce que j'étudies. Donc, et pareil, si, Ouais, ouais, le capital voilà, à le capital à investir, investir quoi. que je vais étudier. Si par exemple, même, elle a un patrimoine d'1 million, mais que, je sais pas moi, il y en a 800 000 qui vont pas être étudiés, qu'il y a que 200 000 de liquidités à placer ou à optimiser, enfin, c'est quoi, soit ce qui est à placer en liquidité à optimiser, soit ce qui est à placer en liquidité, donc de dispo, ou soit ce qui va être vendu, enfin, optimisé ou réalloué, quoi. Ouais, mais regarde finalement, même par rapport à des frais classiques, comme tu dis, hein, en fait, c'est remboursé hyper rapidement. 1 500 € sur, 100 000, bah, ça fait En un an, 1,5%, quoi. Même mais moins c'est moins en d'un an, t'es gros. remboursé.
une seule année, mais du coup, c'est-à-dire que sur 2 ans, c'est comme, soit 0,75 sur 3 ans, c'est 0,325 et cetera. Donc en fait, tu vois, plus le temps passe, moins l'impact de ces frais initiaux, est important sur le capital. Là où, bah, tu aurais peut-être payé, je sais pas, même 1 et encore c'est très gentil, hein. Il y Oui, a à mon j'ai pas avis, il de y a beaucoup gestionnaire plus. qui facture 1. Ouais, ouais, et qui c'est plutôt du 2, 3, voire même 4 selon, C'est l'ensemble pour, des frais que tu cumules et ça, c'est c'est payé pour ça chaque que je te année. dis que je sais aussi que je facture pas très cher aujourd'hui et que j'exclus pas aussi de monter les Mmh. tarifs. Donc c'est pour ça que je préfère mettre un gros disclaimer sur aujourd'hui c'est ça et je sais pas si voilà et comme je t'ai dit, ces derniers temps j'étais pas mal débordé, je pouvais plus prendre de nouveaux clients donc je vais peut-être aussi peut-être que c'est ça aussi tu vois, peut-être que je me sous-paye un peu donc je vais voilà, je préfère m'engager sur les tarifs que je te Non, mais dis tu vois, quoi. tu en phase de développement et c'est normal et tu vois, enfin, moi aussi, et justement, ça m'amène un petit peu au sujet de comment est-ce que toi, t'es passé aujourd'hui, du coup, tu avais enfin, une formation Mmh. d'ingénieur, tu as travaillé dans l'industrie et ensuite tu as progressivement basculé vers, l'activité actuelle de conseiller en investissement, de créateur de contenu avec le podcast. Comment est-ce que tu as fait cette bascule? Déjà, qu'est-ce qui initialement t'a motivé à quitter sûrement un job plutôt bien payé, hein, je suppose, quand on est ingénieur dans l'industrie, vers, bah, une activité incertaine, des revenus incertains, l'entrepreneuriat? Comment est-ce que tu as fait cette bascule? Qu'est-ce qui t'avait motivé initialement? Alors, je vais te le dire de manière crue et après je vais te le dire de manière plus gentille. Bah, je me faisais chier à mon travail. C'était vraiment, enfin voilà, j'ai fait le parcours classique bah, je suis plutôt bon élève à l'école, donc voilà, j'ai fait un IUT, puis une école d'ingé, puis bah voilà. Après, j'ai un peu voyagé quand même. J'ai fait voilà 1 an à l'Australie, 1 an en Amérique du Sud. Bref, ça c'est une autre partie de ma vie, mais voilà, j'ai quand même pas mal voyagé. Puis entre temps, bien sûr, j'ai travaillé. Euh, et à chaque fois que je revenais un petit peu, ben, voilà, dans le CDI classique, dans l'industrie, et ben, il y a ce truc-là de, je sais pas si tu l'as connu, mais je pense que beaucoup de gens le connaissent, c'est la boule au ventre du dimanche soir. Bah, tu Mmh. travailles que pour tes 5 semaines de congé par an, tu sens pas vraiment d'intérêt dans ton travail, euh, l'impression d'être vraiment un maillon d'une chaîne et qu'en fait, bah, enfin, tu t'apportes pas vraiment de plus-value finalement. Enfin oui, tout le monde était content de mon travail, je travaillais très bien, machin, j'étais augmenté, je montais en échelon et tout, mais ça me saoulait quoi, ça m'intéressait, en fait ça m'intéressait pas, pourtant enfin la technologie et la science sont des sujets qui m'intéressent, mais ce que je faisais clairement c'était de la gestion de projet et j'étais un maillon dans une chaîne, dans des grands groupes où ça avance pas, c'est vraiment mais infernal quoi, t'essaies de faire bouger les choses, ça avance pas, bon, ça faisait un moment que en fait, même dès mon premier travail en 2012, quand j'étais revenu d'Australie, enfin, mais dès mon premier travail, je dis bon, je ferai pas ça toute ma vie, c'est sûr. J'ai mis quand même 10 ans hein, avant de tout quitter, mais voilà. Et j'ai commencé, le déclic, il a vraiment eu lieu au retour de mon deuxième voyage. Alors, je vais faire une petite chronologie au cas où. Hein. Donc, je suis diplômé en 2010, 2011, je pars en Australie, je fais 1 an de voyage. Je reviens en 2012, je fais mon premier taf, je travaille 2 ans. Donc, la déprime, donc qu'est-ce que je fais? Je veux repartir en voyage, j'épargne pendant 2 ans, je me refais un voyage en Amérique du Sud pendant 1 an. Je reviens après en 2015 à Paris. J'avais jamais habité à Paris en plus. Et là, donc, jour au coup, je reviens en fait à Paris encore après 1 an de voyage. Et là, bah, redéprime, tu vois, retour à zéro. Et là, je me dis, bah voilà, il faut que je trouve une solution en fait hein, pour. Bah, voilà, et Mmh. donc forcément, j'ai commencé à regarder liberté financière, investissement. Et donc là, j'ai commencé à investir en immobilier. J'ai commencé à investir en immobilier en 2017 et à investir en bourse en 2018. Et En bon français. ouais, c'est ça, c'est En bon ça. Et j'ai français pour commencé, l'immobilier. et alors, chose étonnante, j'ai acheté mon premier appart en août 2017 et j'ai aussi investi en crypto en décembre 2017 pour la première fois. Donc j'ai connu le Mmh. premier bull run, j'ai fait un x3 en 1 mois, je me sentais Warren Buffett encore meilleur que lui. Ah mais, pareil que toi, en décembre 2017 aussi, j'avais investi en même temps que Et toi. donc j'étais vraiment newbie, hein, j'avais même pas encore investi en bourse à ce moment-là, quoi. Et puis en 2018, je fais moins 80%. Donc on redevient humble. Et là, j'ai commencé vraiment à me former et à comprendre comment ça marche. Et c'est à ce moment-là, en fait, j'étais vraiment passionné par ça, quoi. J'avais envie de commencer à partager ça, mais j'étais pas encore, je me sentais pas légitime à parler d'investissement parce que, ben, finalement, j'ai commencé réellement à investir en 2017, donc je me dis, je n'étais pas très légitime. Donc, et j'accordais beaucoup d'importance finalement à la gestion budgétaire parce que j'avais fait d'autres constats au sein de mon entourage, bah, des gens qui gagnaient le même salaire que moi, à peu près 2500 balles par mois, et bah, en fait, qui n'arrivaient pas à partir en vacances, qui n'arrivaient pas à se payer de voyage, et en fait, ils consommaient n'importe comment, ils faisaient pas de budget, ils n'arrivaient pas à épargner, mais il y a beaucoup une question de mindset, une façon de dépenser, enfin, et j'ai voulu un peu faire ma petite contribution à mon échelle sur l'éducation budgétaire et financière, donc c'est pour ça que j'ai commencé par là.
Mon premier side business, c'était donc mon budget zen, où j'expliquais comment je gérais mon budget, comment moi j'arrivais à épargner 10 000 euros par an avec 2 500 euros par mois. Ça paraissait fou pour beaucoup, mais j'y arrivais, tu vois. Et voilà, j'ai basé mon business, mon side business là-dessus. Le podcast, à la base, il parlait de ça. Et de plus en plus, au final, la gestion de budget, c'est cool, c'est très important. Je reste convaincu que c'est super important de savoir gérer son budget, de savoir épargner, parce que c'est de là que ça part, après l'épargne d'investissement, et même l'épargne de précaution, enfin bref, plein de notions d'éducation financière. Mais au bout d'un moment, la gestion de budget, on fait vite le tour, tu vois. Une fois qu'on a appris à gérer un budget, machin, ça devient quand même un peu redondant. Et j'en avais un peu marre aussi de parler d'économie. Enfin, j'ai aussi changé, un peu shifté mon mindset aussi sur ça, où faire des économies, c'est bien, mais il faut aussi apprendre à gagner plus, à performer. J'ai vu que pas longtemps, tu as fait un post LinkedIn là-dessus qui m'a beaucoup parlé. Je me suis beaucoup retrouvé là-dessus. Et donc, c'est pour ça voilà, que j'ai dérivé aussi plus sur l'investissement. Et voilà, je ne me rappelle même plus de ta question, j'ai un peu dérivé. J'interromps l'échange quelques instants pour vous partager un constat très gênant. 80% d'entre vous qui regardez ce podcast n'êtes pas abonnés à la chaîne YouTube. Pourtant, vous abonner, c'est apporter votre soutien gratuitement à la chaîne et ça me permet de vous proposer du contenu toujours plus qualitatif, de meilleurs invités, de meilleurs apprentissages et des productions audio et visuelles de meilleure qualité. Je mets beaucoup de moyens personnels dans cette chaîne parce que je veux vous proposer le contenu le plus qualitatif possible. Alors, je vous propose quelque chose. Si vous avez déjà regardé un épisode du Grand Bain, si vous avez appris quelque chose, si vous avez passé un moment instructif ou agréable, alors je vous demande simplement de vous abonner. Si vous le faites, je vous promets de vous proposer à chaque épisode un contenu toujours plus qualitatif. Ça vous convient ? On retourne à l'épisode. Si, non, mais comment comment t'avais dérivé d'un side business initialement vers ton activité à temps plein de conseiller en investissement, mais du coup, juste pour revenir, c'était très très clair en fait que tu commences par cette dimension budgétaire. Comme tu l'as dit, je suis hyper d'accord avec toi, c'est fondamental, c'est central. Je veux dire, aujourd'hui, il y a tellement de Français ou particuliers internationaux, mais qui disent ne pas réussir à épargner, mais quand tu leur demandes combien ils dépensent chaque mois, ils savent pas te répondre. Et ça me tue et ça me brise le cœur. Et je me dis, mais si vous suiviez un minimum vos dépenses, et par un minimum, oui, je il dis faut pas pas de le faire. devenir une machine, un Mais c'est robot ça, à il faut pas noter, écrire ses dépenses, il faut pas garder ses tickets de caisse, mais très loin de là. Moi, c'est pas ce que je préconisais. Non, mais tu peux faire un suivi, tu vois, bimensuel, voire même juste mensuel. Une fois par mois, tu checkes tes comptes et tu regardes un petit peu, ok, comment j'ai dépensé ma thune aujourd'hui, ce mois-ci. Est-ce que je l'ai utilisé de façon consciente dans des dépenses qui m'ont fait plaisir? Et ça, encore une fois, c'est le cœur du sujet. C'est pas dans un objectif de se priver et d'être là à vouloir faire le frugaliste absolument, mais c'est de savoir que l'argent que tu gagnes, il est utilisé intelligemment pour des choses qui sont importantes pour toi et qu'à la fin du mois, quand tu regardes ce dans quoi est parti ton argent, tu te dis ah bah ça m'a fait plaisir, ça c'était un investissement intelligent, ça a été je sais pas, ça a été très Ouais, utile. ça peut être un investissement Voilà, pour toi, ça peut être même une sortie plaisir, un bon resto. Enfin, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, au contraire. Mais c'est exactement ça. Et si on raisonne un peu plus de manière pragmatique, moi, le premier truc, tu vois, c'est vraiment les gens qui n'ont jamais fait un budget, qui sont paumés là-dedans. Le premier truc à faire, tu vois, c'est déjà liste tes charges fixes. Ça, c'est un truc que tu fais une fois et c'est bon, quoi. Déjà, regarde, en fait, tu fais ton salaire moins tes charges fixes. Donc, qu'est-ce qui part tous les mois de manière obligatoire? Et ensuite, tu dis, ok, en fait, après, pour bouffer l'essence, tout ce qui est variable, plus les plaisirs, qu'est-ce qui me reste? Et sur cette base-là, après, tu peux aller plus loin et gérer tes budgets variables avec des applis et compagnie. Il n'y a pas d'obligation, mais voilà, déjà, regarde dans tes charges fixes où ça part, tu vois. Est-ce que tu n'as pas déjà 18 abonnements que tu n'utilises plus, que tu peux supprimer ou optimiser? C'est un effort à faire à un instant T, et puis après, c'est bon, l'épargne, elle est mensuelle et annuelle. Et ensuite, voilà, pour savoir qu'est-ce qui te reste pour soit te faire plaisir, soit investir, tout simplement. C'est ce que je vois vraiment avec ceux que j'accompagne pour la partie patrimoniale, c'est avec une bonne gestion de tes finances personnelles. Encore une fois, pas question de se priver, mais d'éliminer ou de réduire les dépenses que tu considères à la fin du mois comme inutiles ou superflues. Tu peux facilement épargner 100, 200, 300, voire plus euros par mois supplémentaires sans avoir impacté de manière significative ton niveau de vie. Et derrière, c'est plus d'épargne, c'est plus d'investissement potentiel. Justement, toi, avec tes quelques années d'expérience sur la partie budgétaire, c'est quoi peut-être les 3 conseils que tu donnerais à des personnes qui te disent bah moi Thomas aujourd'hui j'arrive pas à épargner, je galère, je suis pas mes dépenses, voilà, j'arrive pas à me lancer dedans.
Alors, ça fait longtemps qu'on m'a pas posé cette question. Qu'est-ce que je dirais les 3 meilleurs conseils? Bah, la première chose, bah, je pense que c'est prendre le temps de faire un budget et je dis pas, attention, ça peut être un Excel, ça peut être que la façon dont vous faites, mais je dis pas qu'il faut que ce soit un truc, qui vous prenne, 1 heure par jour, hein. C'est juste un jour se poser, se dire: «Mes revenus, c'est ça, mes charges fixes, c'est ça et ensuite qu'est-ce qu'il me reste pour vivre?» Donc déjà, au moins ça. Après, dans l'idéal, oui, faire le suivi de ses budgets variables si on veut aller plus loin, mais déjà, voilà, quelle est aujourd'hui, heu, ta capacité d'épargne et ta capacité à te faire plaisir? Je pense après la deuxième chose, c'est de définir ce qu'on veut en fait, définir ce qu'on veut avec ses finances. Est-ce que Mmh. tu veux gérer ton budget et donc investir pour être juste plus serein financièrement, c'est-à-dire, voilà, prévoir les lendemains, faire ton épargne de précaution et voilà. Est-ce que tu veux solder tes dettes? Est-ce que tu veux devenir libre financièrement? Est-ce que tu veux donc et ça, du coup, ça implique d'autres objectifs, du style investir X euros par mois. Donc je pense déjà aussi savoir ce qu'on veut, pourquoi on le fait. Comme toujours, je Mmh. pense que quand on a un objectif cible, quand on sait pourquoi on fait quelque chose, et ben, on aura plus de motivation à le faire. Et 3e conseil, alors j'en ai un, mais je voulais en donner un autre. Bon, je te dis celui qui me vient en tête, qui est un peu plus pragmatique, c'est, peut-être optimiser tes Mmh. charges fixes. C'est, peut-être qu'il y en a un autre mieux qui viendra après, mais c'est le plus pragmatique. C'est, l'optimisation de charges fixes, en fait, ça te permet de, voilà, de vraiment de balayer tout ce que tu as aujourd'hui, de voir qu'est-ce que soit tu utilises plus et supprimer, soit qu'est-ce que tu peux optimiser. Donc, par exemple, je sais pas moi, passer sur une banque en ligne Mmh. du banque traditionnelle pour économiser 15 balles par mois, changer d'assurance, changer, voilà, optimiser ça. Mmh. Mmh. On va pas se mentir, c'est un peu chiant à faire, tu vois. C'est un peu de Mmh. démarche. Mmh. Par contre, quand c'est fait, bah, en fait, si c'est 100 euros Ouais. par mois, mis bout à bout économisé, bah, c'est 1 200 euros par an et c'est 12 000 euros sur 10 ans, tu vois. Donc, c'est pas un effort Mmh. régulier à faire, c'est un effort à un instant T. Mmh. C'est vrai. Ouais, je comprends. C'est vrai que, moi, je suis pas un grand fan de ces, alors je considère que c'est un peu des, tu vois, des économies de bout de chandelle. Mais c'est vrai que quand tu mets bout à bout, alors parce qu'en fait de base, tu vois, moi je me reconnais pas forcément dans ces, conseils-là. Pourquoi? Parce que de base, je suis pas quelqu'un qui va aller souscrire à 36 Mmh. 000, 36 000, tu vois, abonnements, que j'utilise plus et des salles de sport à lesquelles je suis jamais allé, un abonnement téléphonique, que j'avais oublié qui date de Mathusalem. Enfin tous ces sujets-là, ça me parle pas forcément, mais c'est vrai que pour, je pense, beaucoup de personnes, surtout, tu vois, des personnes peut-être un peu plus âgées, qui ont plus de recul et donc qui, dans leur vie, ont, souscrit à différents sujets, à différents produits, qui ont jamais renégocié leur contrat, bah, comme tu dis, c'est 20 € plus 1 Mmh. euro plus 1 euro plus 1 euro, finit par être significatif. Mais, peut-être que tu disais au début, lister les charges fixes. Moi, ce que je préconise, c'est en fait déjà de lister, toutes les dépenses de manière, tu Global, vois, ouais. Mmh. holistique, globale, hein, sur, peut-être 2 3 mois. Alors sur un mois, c'est pas forcément Mmh. significatif parce que tu peux avoir eu des dépenses particulières ou au contraire, pas de dépenses particulières. Mais, sur 2 3 mois, sur 3 mois, je considère que ça commence à être, significatif et tu fais déjà un premier bilan, un état Mmh. des lieux et honnêtement, genre, tu vois, de catégoriser tes dépenses sur 3 mois, ouais, ça va te prendre peut-être quoi? Allez, 1 heure à tout casser de faire ça. Mais honnêtement, heu quel est le ROI derrière, Mmh. enfin le retour sur investissement, l'utilité que tu vas en tirer de pouvoir savoir, OK, bah, en moyenne, sur un mois, sur du coup, divisé Mmh. par 3 quoi, j'ai, tant de charges fixes, j'ai tant de dépenses, plaisir resto, j'ai tant de, dépenses, exceptionnelles, hem et ensuite, moi ce que je fais et c'est un peu la petite touche, le petit twist, c'est de pour chacune de ces dépenses, indiquer si ça a été une dépense, alors fixe, obligatoire et sinon c'est une variable et dans les variables dire: «Est-ce que c'était une dépense, bah, très importante, Mmh. en mode genre c'était du plaisir, mais vraiment j'aurais pas pu, je sais pas, le resto avec la famille, tu Mmh. vois? Bah, là j'allais pas dire: «Non, j'y vais pas pour économiser des sous», tu vois? Ouais, Ça ça le fait pas ça trop. ça passe mal. Donc ça, c'est très important et ensuite, moyennement important et ensuite pas du tout important, voire même, Mmh. inutile, tu vois? Je sais pas, genre le kebab rentré à 4 heures du matin parce que Tu t'étais bourré? un petit peu alcoolisé et que bon, t'avais pas forcément besoin de ça. Après, besoin, tu me diras sur le moment si c'était Ah, c'était un probablement, besoin vital sur le très moment. nécessaire. C'était un besoin vital, mais voilà, je veux dire, ou partir, aller à une soirée en Uber alors que tu aurais pu prendre le Mmh. métro, enfin bref, ce genre de dépenses qui sont, certes, agréables, mais loin d'être, obligatoires et juste toutes celles que tu as catégorisées en dépenses, un peu inutiles, j'ai envie de dire, bah, celles-là, si tu les supprimais, quelle aurait été l'économie? Et souvent ça, je pense, dépasse les économies, de bout de Ouais. chandelle. Bah, après, moi, je suis quand même d'accord avec toi sur le fait que moi, aujourd'hui, tu vois, c'est la raison pour laquelle je fais plus de coaching budgétaire. Parce que
Clairement, ça me Mmh. fatiguait de balayer les charges fixes en disant ouais, tu peux faire ci, machin et tout. Et je pense que voilà, pour voilà, 5-10 € par, enfin, tout cumulé en fait. Alors oui, en fait, je pense pour certains types de profils, ça peut être pertinent. Pour d'autres, bah non, on va pas s'emmerder à passer Mmh. 10 heures, machin. Mais je donne quand même une petite astuce pour ceux que ça intéresserait, en tout cas ceux qui veulent vraiment optimiser, c'est que moi finalement à la fin, vu que voilà, j'allais pas passer mon temps en coaching budgétaire à balayer les charges fixes de chacun, en fait, tu as des outils aujourd'hui qui existent qui te le font à ta place. Ça, c'est quand même cool, tu vois. Tu as des Mmh. outils comme Origami, hein, ça a été un de mes partenaires pendant longtemps que je fais du coaching budgétaire. En gros, tu rentres ton compte, ils te disent OK, tu as telle et telle facture, tu peux optimiser ça, ça et ça, et on fait les démarches à ta place. Et ça, c'est quand même cool, tu vois. Ah ouais, OK, c'est pas Donc, mal je ça. donne quand même l'astuce, tu vois, pour l'idée, c'est comme tu dois le savoir, le temps et de l'argent, et l'idée, c'est pas de passer 10 heures à économiser 10 balles. Donc, si ça intéresse des gens, allez checker des plateformes comme Origami, donc ça s'écrit avec un E à la fin. Enfin voilà, bon, aujourd'hui, je travaille plus avec eux parce que C'est le ouais, bon c'est plan de Thomas. le bon plan de reste gestion budgétaire, même si voilà, aujourd'hui, je bosse plus trop avec eux parce que voilà, je fais plus de gestion budgétaire, mais voilà, clairement, sur la partie charge fixe, j'envoyais la majorité de mes clients sur ce genre de trucs parce que bah, au moins, tu te fais pas chier, tu n'as pas de paperasse, ils font tout à ta place et en plus, ils savent sur quoi tu peux économiser, quoi. Ça, tu n'as même pas besoin de chercher. Voilà. Mmh. Petite astuce. Non, mais très, très clair. Et tu as mentionné un point, un élément important. Tu as dit, bon, les économies, c'est bien, mais il y a un moment, faut commencer à penser à Mmh. gagner plus. Et ça, c'est peut-être l'histoire de ma vie. C'est tu vois, pareil, au début, tu es énormément dans la gestion budgétaire, dans le contrôle de tes finances, en te disant: «Ah bah, je vais épargner un peu plus». Plutôt, je vais Mmh. dépenser moins pour épargner plus et pour investir un peu plus, ce qui est une façon, hein, d'investir plus. Mais l'autre façon, c'est, tu vois, souvent, c'est l'équation, elle est très simple. C'est, tu vois, tu prends tes revenus moins tes dépenses égale ton épargne. Bon, Tu as bah, 2 du coup, variables, quoi. pour, augmenter ton épargne, soit, tu dépenses moins, soit tu gagnes plus. Et la pensée de chercher à dépenser moins, mathématiquement, elle est très bonne, elle est Mmh. correcte, hein, mais elle a 2 soucis. Un, c'est que, bah, tu as un plafond. Il y a un Oui, il faut moment, faut quand même que tu tu ailles peux pas bouffer, quoi. dépenser moins que ce que tu gagnes. Donc il y a un moment, tu es limité, au niveau des économies que tu peux faire. Et 2, c'est quand même une, mentalité, je pense, un peu, réductrice ou en tout cas frugaliste à se dire: «Bah, je vais me priver ou je vais Mmh. réduire certaines dépenses». Alors quand c'est des dépenses inutiles, très bien, mais quand on commence à réduire des dépenses qui nous font quand même un peu, au fond, plaisir, qui sont agréables, qui améliorent notre niveau de vie, bah, ça commence à être pénalisant, et je trouve que là, on dépasse un petit peu les limites de ce qui est, sain. Mmh. Et donc la solution qui, selon moi, est plus pérenne, plus long terme et surtout qui ne présente pas de plafond, c'est l'idée de chercher à gagner Mmh. plus. Alors, mais bien sûr, c'est moins facile que de chercher à dépenser moins, et encore, tu me diras, ça dépend. Mais c'est une mentalité beaucoup plus saine. Comment est-ce que toi, déjà, tu as eu un petit peu... Donc moi, j'ai clairement eu ce shift de mentalité il n'y a pas très longtemps, en Mmh. plus, il y a quelques mois, je dirais. Et ça m'a impacté profondément sur ma vision, tu vois, du rapport à l'argent, de l'entrepreneuriat, de gagner plus, de dépenser, etc. Comment est-ce que toi, tu as eu ce changement de mentalité, et comment ça s'est traduit dans des actes concrets? Alors, c'est super intéressant ce que tu dis parce que je vais répondre sous 2 façons. Il y a un peu l'ancien moi, mais que je pense un peu toujours, et le nouveau moi qui va te parler. Parce que pareil, j'ai ce shift il y a pas longtemps. Je vais d'abord un peu plus parler de mon expérience de coach budgétaire et que je vois encore sur des personnes très proches de moi. C'est que il faut faire attention alors encore une fois, sur certains types de profils. Sur les gens qui partent vraiment de zéro sur l'éducation financière, moi, je vois quelque chose, enfin, j'ai vu énormément de choses et je le vois encore, des gens qui cherchent à gagner plus, mais qui dépensent tout autant plus. Donc, je te Mmh. donne l'exemple. Quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois, mais qui n'arrive pas à s'en sortir. En gros, bah, il a 2 200 de dépenses, tu vois. Et il dit non, non, mais c'est bon, là, je trouve un travail, je vais gagner 4 000 par mois. Il gagne 4 000 par mois, mais il en dépense 4 500. Et je vais encore gagner plus. Ok, je gagne 10 000 et je vais en dépenser 11 000. Et si je te le dis, c'est que, alors je pense que ton audience est suffisamment éduquée pour pas être dans ce cas-là, mais je préfère le préciser qu'il y en a certaines personnes qui sont comme ça. Et, et encore des très proches à moi, tu vois, j'ai encore été confronté à cette discussion-là avec quelqu'un de ma famille il n'y a pas longtemps et qui me fait mal au cœur parce que, et voilà, c'est quelqu'un qui vraiment, qui a pas d'éducation financière du tout, donc c'est pour ça que je pense pas que ce soit les gens qui t'écoutent, c'est pour ça que c'est au cas où il y a certains qui nous écoutent qui sont dans ce cas-là ou qui connaissent des gens dans ce cas-là, c'est que gagner plus, on va dire, sans éducation financière, ça peut être dangereux. Parce que
si tu n'es pas conscient de ce que tu dépenses, bah, en fait, tu as beau gagner 10 000 balles, tu vas peut-être en dépenser 12 000 et ça va être encore pire, en fait. Et quand j'étais coach budgétaire, on peut croire que j'accompagnais que des gens qui gagnaient le SMIC ou 2 000 balles, mais c'est faux. J'avais la moitié de mes clients qui gagnaient 5 000, et j'ai même des clients qui gagnaient 8 000 ou 10 000 et qui étaient à découvert avec des crédits conso. Donc, c'est pour ça que je te fais le gros disclaimer de, voilà, il y a quand même une partie de moi qui a envie encore de dire, attention, gagner plus, oui, mais si tu sais où part ton argent déjà. Donc, sur certains profils, gagner plus n'est pas forcément une bonne idée. Mais je pense pour les gens qui nous écoutent, oui, clairement, et même pour les gens aujourd'hui qui me suivent et je sais que je m'adresse à cette audience-là aujourd'hui, j'ai eu ce shift de mentalité parce que justement aujourd'hui je suis passé sur l'investissement. Donc j'accompagne des gens qui font de l'investissement, donc généralement qui n'ont plus ces soucis de qui savent un minimum qu'ils ont au moins leur épargne de précaution, qui savent épargner, enfin qui ont les bases de l'éducation financière et qui savent au moins dans les grandes lignes où va leur argent. Et dans ces cas-là, effectivement, je suis complètement d'accord avec toi. Réduire ses dépenses, c'est bien, mais au bout d'un moment, c'est assez limite en fait. Et il faut trouver d'autres leviers. Et pour ça, rien de mieux que diversifier ses sources de revenus. Alors, on peut, pour augmenter ses revenus, je vois deux façons. Hein. C'est soit, alors, pour les salariés, tu peux demander une augmentation de salaire, mais ça a quand même ses limites, tu vois. Au bout d'un moment, tu peux être augmenté et tout, mais tu as un plafond, quoi. Pour moi, les deux seules façons où il n'y a vraiment pas trop de plafond, c'est l'entrepreneuriat, où finalement, ton revenu, il n'a pas de plafond. Tu peux gagner en fonction de ton chiffre d'affaires, hein, donc ça dépend de ce que tu mets en place et ça dépend de comment ton entreprise elle prospère. Et la deuxième façon aussi d'augmenter tes revenus, ça va être avec les investissements, finalement. En investissant dans des produits, dans des actifs qui te génèrent des revenus passifs, donc qui augmentent tes revenus, que à leur tour, tu réinvestis pour faire marcher les intérêts composés. Ouais, tout à fait. Tu vois, la partie salaire, moi, ce que je dis souvent, c'est que quand on est salarié, on ne gagnera jamais plus, notre salaire ne sera jamais supérieur à ce qu'on rapporte à la boîte. Oui. Mécaniquement. Sinon, le patron, il ferait faillite. Enfin voilà, ça marche pas comme ça. Donc, il y a un plafond qui est très, très, très concret, qui est la valeur que tu es capable de générer pour ta boîte. Enfin, pour la société pour laquelle tu travailles. Donc, il y a ce plafond-là. Quand tu es entrepreneur, il y a aussi un plafond, mais on va dire qu'il ne dépend que de toi. Là où le plafond, quand tu es salarié, il va dépendre de l'ancienneté de la boîte, de ton secteur, de ton poste aussi, parce que pour une même boîte, si tu es graphiste ou si tu es comptable ou si tu es sales, tu vas pas rapporter la même chose à la boîte. Et donc, il y a aussi la position. C'est est-ce que tu travailles chez Google ou est-ce que tu travailles dans une petite PME pas très connue qui est très locale. Tous ces éléments-là, ils sont indépendants de toi. Ils ne dépendent pas de toi et ils impactent pourtant tes revenus. Alors que quand tu es entrepreneur, tout ne dépend que de toi. Dans le sens où, moi, je formule ça, j'ai un peu une équation dans ma tête sur les revenus de l'entrepreneur, c'est que tes revenus quand tu es entrepreneur sont égaux à 1, la capacité, enfin de la valeur que tu es capable de générer auprès d'une certaine audience, d'un public, d'un marché, multiplié par ta capacité à vendre, c'est-à-dire à communiquer, à créer une offre et à communiquer cette offre à ce marché. Les deux sont très importants, hein, les deux sont aussi importants, c'est-à-dire que tu peux avoir créer une valeur incroyable, mais si tu es incapable de vendre cette valeur, de la transmettre, tu vas pas gagner d'argent. Et à l'inverse, tu pourrais être le meilleur sales du monde, mais si derrière ton produit il répond pas à un marché où le marché est tout petit, où c'est un marché qui a très peu de moyens, je veux dire, tu vas pas gagner beaucoup d'argent non plus. Mais à minima, j'ai envie de dire, ça dépend de toi. Donc si jamais t'es pas bon en sales, tu peux te former en sales. Et si jamais l'offre que tu crées, elle est pas forcément intéressante, c'est à toi d'apprendre à construire une offre irrésistible. Et donc le plafond de tes revenus, il ne dépend que de toi. Et ça, je trouve que c'est très 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 important. Certains vont se dire, non, moi je préfère entre guillemets dépendre d'un employeur et qui va m'apporter une certaine stabilité des revenus. Donc, ce qui est important, et je comprends qu'il y a certaines personnes pour qui la stabilité des revenus est plus importante que le montant des revenus. Mais pour d'autres, et c'est là que je trouve que c'est important de communiquer ce qu'on fait aujourd'hui avec ce podcast, c'est de faire prendre conscience aux gens qu'une autre voie est possible.
que faire de l'entrepreneuriat, c'est possible. Et tu vois, moi, jusqu'à encore très récemment, il y a quelques années, dans ma tête, soit tu étais salarié, soit tu montais une start-up et tu faisais des levées de fonds et tu t'essayais de faire une licorne française. L'entre-deux, où tu vois, toi, comme moi, ce qu'on fait aujourd'hui, être entre guillemets un petit entrepreneur du web et de tout de même bien gagner sa vie, bah, pour moi, ça n'existait même pas. Alors qu'en fait, c'est probablement la façon la plus simple, je pense, ou la plus accessible à minima pour vivre de sa passion, très bien gagner sa vie et être libre. Alors, je suis complètement d'accord. Alors après, je préfère mettre un petit astérisque aussi, c'est que c'est pas facile, tu vois. C'est que on a souvent tendance à voir, entendre, bah, souvent les créateurs de contenu business en ligne, qui te font croire que bah, c'est 2 heures par jour et c'est bon et tu gagnes tes 10K par mois. Moi, en tout cas, c'est pas mon cas, tu vois. Je sais rien de ça, mais moi, je travaille pas 2 heures par jour, je travaille plus. Pas encore, pas encore, Alors, pas encore. j'aimerais, moi, j'ai quand même l'espoir de, ben, voilà, de mettre le paquet aujourd'hui, et puis parce que ça me plaît, hein, c'est pas du tout une contrainte, pour ensuite bah, lever le pied, tu vois, plus tard. C'est quand même un objectif, hein, tu vois, de pas travailler, enfin, de pouvoir travailler peut-être juste 2-3 jours par semaine, voire moins. Mais c'est vrai que pour lancer le truc, sauf exception, alors oui, il y en a qui peuvent y arriver, voilà, mais sauf exception, je pense qu'il faut quand même travailler. Et enfin, il faut travailler. Je veux dire, ça se fait pas en 1 heure par jour, quoi. Du moins pour lancer la boîte. Et, et je pense que dans nos travaux, enfin nos types de business à tous les deux, dans la création de contenu, il faut aussi, comment dire, il faut aussi donner, tu vois. Il faut donner beaucoup de valeur gratuite pour donner confiance, pour montrer un peu, bah, en gros, notre expertise, tu vois, dévoiler un peu ce qu'on sait faire, pour pouvoir ensuite après le monétiser et après ensuite attirer des clients qui vont être OK pour payer pour un besoin précis, donc soit pour des formations en ligne, soit pour du conseil en investissement. Mais il faut, vu qu'on est sur des business digitaux, on a on va dire la chance, cette puissance de l'internet qui fait qu'il n'y a pas de frontières, tu vois, on peut toucher tout le monde, on n'a pas besoin d'avoir de local, tout ça. Mais par contre, il faut aussi asseoir notre expertise, il faut aussi nous légitimiser. Et pour ça, il n'y a pas le choix, il faut donner. Ouais, ouais. Bah, c'est tout l'intérêt, enfin, toi comme moi, hein, 95-98%, je sais pas, de nos contenus ou de ce qu'on partage, bah, c'est gratuit. C'est pas uniquement dans une démarche commerciale ou marketing, c'est aussi dans une démarche de pédagogie, de démocratisation de nos Hmm. sujets, d'apporter de la valeur à un maximum de personnes. Et c'est ça aussi, tu vois, ceux qui se lancent et qui se disent, OK, bah, tu vois, quand tu veux te lancer et commencer à proposer une offre, à créer un side business, bah, tu as plusieurs façons de t'y prendre. Et soit bah, pour communiquer ton offre, soit tu parles à des proches. Bon, ça, c'est une première façon. En termes de Ouais, c'est scaling, limité, quoi. de passage à l'échelle, c'est un peu délicat. Mais après, tu peux faire soit de la prospection, des ads, des publicités, du cold call, des emails, soit tu fais de l'organique, donc c'est de la création de contenu. Et donc là, tu diffuses sur notamment les réseaux sociaux, par email. Voilà, tu donnes du contenu, donnes du contenu gratuitement. Euh, faut pas enfin il y a tellement de personnes qui se disent bah moi je vais créer du contenu et en fait elles se disent ah bah au bout de 3 semaines ou 2 semaines ou un mois ah bah j'ai pas eu de retour, les gens ils viennent pas acheter chez moi, je comprends pas. Ça Un peu prend plus de temps. Ah, ça prend un peu énormément de de temps. temps. L'organique, c'est ce qu'il y a de plus puissant. L'organique, donc créer du contenu, c'est ce qu'il y a de plus puissant sur le long terme, mais ça prend du temps. Il faut vraiment que les gens. Moi, j'ai des gens qui viennent me voir et qui prennent mes services ou mes produits et qui me disent bah, écoute, moi, ça fait 6 mois, ça fait 1 an que je te lis tous les jours sur LinkedIn, que je lis ta newsletter chaque Hmm. semaine, que j'écoute tous tes épisodes de podcast. Donc, tu te rends compte, la lifetime value pour certaines personnes avant le passage à l'action, elle est très, 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 très lente. Et il faut que les particuliers qui se disent bah, je voudrais lancer un side business, il faut qu'ils aient en tête cette nécessité de prendre le temps. Et toi, justement, comment est-ce que tu avais fait un peu peut-être ce switch avant de passer à plein temps? Est-ce que tu touchais, tu avais commencé en parallèle de ton job précédent? Comment t'as fait? Alors, avant juste avant de te répondre, j'ajouterais un truc. Tu as parlé de patience, moi j'ajouterais la persévérance aussi. Tu vois, il faut être Mhm, patient et persévérant, et régulier. Très important. mhm, mhm. Et ensuite, pour te Ok. répondre, j'ai commencé en 2020, juste avant le Covid. J'avais lancé mon premier blog. Alors, comme beaucoup, j'ai fait l'énorme erreur de passer 6 mois à faire un site internet qu'au final, après, je n'ai même pas utilisé. Donc, un truc que je referai jamais aujourd'hui. Classique. Je commencerai.
Ne faites pas de Ouais. blog, ne faites Alors, pas de blog. Ou en tout cas, avoir un site internet, passez pas ouais, 6 c'est ça, mois avoir un site dessus. internet, c'est très bien. Enfin, c'est une vitrine et tout, c'est très bien, mais vous attardez pas, enfin, commencez pas par là, quoi. Vraiment, c'est le dernier truc à faire. Enfin, du moins, en tout cas, passez pas 6 mois à le faire, quoi. Ouais, j'avais commencé ça et j'avais eu des soucis avec la pub Facebook. Enfin bref, je te passe les détails, mais j'ai dû tout recommencer 6 mois après en plus. Changer de nom en compagnie. J'avais commencé avec le Covid et j'avais commencé donc ce business pendant que j'étais encore salarié, donc en 2020. Et j'ai à peu près 2 ans où voilà, je crée du contenu régulier. Donc, je faisais des articles sur mon site. Principalement, c'était articles et contenu Instagram. Pendant 6 mois, au bout de 6 mois, j'ai lancé le podcast. Donc, c'était en septembre 2020. Et depuis, j'ai jamais lâché. Mais tout ça, c'est en parallèle de C'est un ton parallèle job. de mon job, ouais, à partir de 2020. Et comment tu t'organisais? Tu faisais ça le matin, le soir, pendant le job, le Alors, week-end? dès que j'avais un petit peu moins de charge de travail pendant mon job, bah, j'en profitais, tu vois, clairement. Mmh. Mais ouais, j'avais quand même un job à temps plein, donc c'était quand même un peu compliqué. Mais sinon, c'était soir et week-end, hein. Soir et week-end. Alors, j'avais pas Ouais. encore d'enfant aussi à l'époque, donc ça aidait pas mal. Là, maintenant, maintenant le soir et week-end, je travaille plus. Enfin, ça m'arrive quand même le soir, certains coachings, mais le week-end, maintenant, je coupe vraiment. Mais avant, ouais, c'était soir et week-end. Et donc ouais, c'était quand même intense, hein. J'ai eu, voilà, j'ai commencé, je te dis, à peu près mi-2020. Après, le podcast, j'étais pas sur fréquence, là, tu vois, je faisais un épisode tous les 2 semaines. L'article, j'en faisais moins. Enfin, tu vois, Mmh. j'ai moins de temps, j'avais pas de newsletter encore. Enfin, je faisais pas encore de formation aussi, donc j'avais moins de choses à faire. Mais je faisais quand même beaucoup de contenu. Mais je commençais à monétiser aussi, donc j'avais quand même des coachings, hein, qui venaient et tout. Donc, je commençais déjà à facturer. Et alors, c'était pas beaucoup, mais au bout d'un an et demi, j'ai commencé à entrevoir la possibilité que oui, il y avait moyen d'en vivre. Et ça a été en fait, c'était un alignement des planètes, tu vois. Il y a eu, d'une part, je commençais à avoir un chiffre qui commençait à ressembler à quelque chose qui me pourrait dire, ok, en fait, c'est possible. Alors, je pouvais pas en vivre concrètement, mais c'est possible. Mmh. Mmh. En plus de ça, on a eu notre premier enfant. En plus de ça, on voulait déménager de Paris. Et qui dit déménager de Paris, j'étais obligé de quitter mon job parce que j'étais à la SNCF et j'étais engagé pendant 10 ans à Paris, tu vois. Donc, et ça faisait 15 ans que j'étais embauché. Donc, j'ai battu d'ailleurs, je crois, le record du monde de CDI le plus court à la SNCF où je suis resté 10 mois avant de démissionner. Ouais. Et, euh, et voilà, et donc c'est un aliment planète. Et du coup, voilà, j'en ai profité. J'ai dit, bah, allez, je me lance. Et je vais pas te mentir aussi, pas mentir à l'audience, si je l'ai fait, c'est que j'ai aussi pu profiter du système d'émission reconversion parce que j'avais pas le droit à la rupture Mmh. conventionnelle, donc j'ai pu aussi toucher le chômage. Donc ça aussi, clairement, jouer dans la balance parce que voilà, je venais d'avoir un enfant, on déménageait et tout, donc voilà, il me fallait quand même un minimum de revenus. Et ça m'a quand même aidé. Ça m'a aidé à prendre la décision. Et du coup, là, j'ai décidé début 2022 de quitter mon job à la SNCF en CDI. Personne n'a compris de mon entourage en me disant putain, mais t'as les trains gratuits et tout machin. Bref, c'est le choix que je regrette le moins au monde, je crois, parce que j'ai jamais été autant épanoui dans mon travail. Le matin, je me lève, je suis content. Ouais. Le plus dur, c'est pas de travailler le week-end, du coup, parce que le week-end, j'ai 10 000 idées que j'ai envie de mettre en place et je me force à couper. Ouais. Mais, Ouais. mais voilà, en gros, comment s'est fait le shift, ça c'était donc depuis début 2022, je suis à temps plein sur Investir Simple. Mmh. Ouais, donc tu as quand même mis 1 an et demi avant de te dire: «Bon, je commence à avoir des résultats intéressants», sans être la ruée vers l'or, hein, mais c'est, OK, il y a un Ouais, c'est potentiel. ça. Et tu as commencé à dire 1 an et demi, c'est quand même costaud, mais tu vois, là où il faut revenir, c'est tu faisais ça en parallèle d'un job à temps plein, en plus, tu vois, enfin, job d'ingénieur, je suppose que tu es quand même des journées un Ouais, peu oui, bien remplies. Tu sûr, faisais hein. pas, tu vois, 10h-17h ou je sais Ouais, ouais, pas, non, mais c'était des enfin, journées voilà, tu compliquées, hein. Enfin, alors, ça dépendait des jours. Il y a des périodes de rush, parce que c'est des mises en service de chantier, machin. Donc, mmh. tu as des périodes où ouais, c'est compliqué et des périodes où c'était un peu plus cool. Et quand c'était plus cool, j'en profitais, je bombardais, je créais le contenu en avance, quoi. Et c'est ça aussi, les gens, il faut qu'ils se rendent compte qu'on peut commencer en faisant 1 heure par jour, Hmm. quoi. Et ceux qui disent non, mais j'ai pas 1 heure, je suis désolé. Regardez, sortez votre téléphone là maintenant, allez sur la consommation, enfin le temps passé sur les applications et regardez le temps que vous passez sur Insta, Scroller. YouTube, TikTok, à scroller inutilement. Mettez ça bout à bout par jour et je vous assure que c'est bien plus que 1 heure. Et ces 1 heure, vous les auriez passées sur développer une activité secondaire, 1 heure par jour, ça fait tu vois, 30 heures par mois, 30 heures, Là, tu avances déjà un tu petit commences peu à quand créer même. quelque chose, hein, complètement, hein. Hmm. Clairement, clairement. Et donc en 1 heure, on peut faire des choses. Il faut se lancer, il faut pas se dire: «Ah j'ai pas le temps de faire tout ce que je veux». Non, c'est step by step, progressivement et puis demain quand tu auras plus de temps, tu pourras peut-être passer 1 heure et demie. Il y a des jours où tu peux passer 1 heure et demie et puis, tu peux passer les week-ends aussi.
il faut pas se dire non mais moi je veux faire tout ou rien, ça marche pas comme ça, ou bien c'est très compliqué, c'est des situations délicates, et tu as mentionné un point important, le jeu des allocations et des aides. Tu vois, bah, moi, à titre personnel aussi, hein, moi, j'ai pu partir avec une rupture Mhm. conventionnelle dans mon job précédent, et donc ça m'a permis de toucher les allocations chômage, et ça a été un énorme Bah ouais. soutien, pas uniquement financier, mais psychologique Mm. aussi, de me dire, ok, là, alors moi, c'était 18 mois, c'était pas 24 mois, mais pendant 18 mois, je vais toucher un revenu qui est en plus plutôt confortable parce que je gagnais bien ma vie dans mon ancienne vie de consultant. Et donc, ne pas avoir à stresser sur est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer ou payer manger le soir, enfin, manger tranquillement et vivre finalement correctement, ça a été un énorme soutien. Tu vois, moi, j'ai un ami qui s'appelle Julien Song, Ah, que tu ah, moi je connais suis à fond sur peut-être, les il échecs, fait moi. des, il Ah, fait des tu le échecs. connais, trop bien. C'est un ami à moi, ouais. Bah, je l'ai reçu sur le Ok. podcast il y a Je longtemps. suis fan de sa chaîne. Et justement, voilà, bah, super, on fait un coucou à Julien. Et justement, il me disait que lui, il n'avait pas eu de plan quand il a quitté son job de consultant. Il a pas d'allocation chômage, et il s'est lancé un peu en mode YOLO. Et je dis, bah, tu vois, c'est parce que lui, c'était encore plus hard dans son job précédent. C'était Hmm. burn-out énervé. Enfin, la contrainte de partir, elle était assez Ok. urgente pour lui. Pour toi comme pour moi, on n'était pas en train de Oui, mourir, je non, non, pense, c'est dans notre ça. job précédent. Donc on a pu partir de façon un petit peu plus chill, un petit peu plus délicate, mais voilà, faut avoir les deux en tête. Si vous êtes ultra pressé, bah c'est possible de partir en mode YOLO, sans sécurité, sans filet de sécurité. Je ne le recommande pas, mais des gens l'ont fait. Mais tu vois, des gens comme toi, comme moi, bah avec cette sécurité financière, des aides, des allocations, ou même ne serait-ce qu'un pécule de côté, Hmm. avoir mis pas mal d'épargne en te disant bah là j'ai des sous sur lesquels je peux me reposer pendant 3 mois, 6 mois, 12 Ouais, mois, le temps de lancer bah, et tout, c'est quand ça, même, c'est quand même tu une te crées sécurité finalement ton importante. allocation chômage. Alors du coup, il faut l'anticiper, quoi. Il faut être, voilà, dire que cet argent-là, il va te permettre de compléter ton salaire pendant 6-12 mois, le temps que ça se lance. Et ouais, c'est clair, hein. Mais ouais, Faut pas hmm. avoir peur, quoi. Faut pas avoir peur. Il y a tellement de gens qui disent ouais, mais non, mais moi, je vais pas oser demander une rupture conventionnelle ou je sais pas quoi. Là, on est en train de parler de ta vie, en fait. C'est potentiellement le projet de ta vie que tu pourrais lancer avec ces aides-là. Sans ces aides-là, et je comprendrais parfaitement, t'oses pas te lancer. C'est Hmm. fine, hein, c'est compréhensible, c'est raisonnable même. Mais donc, vas-y, quoi. Je veux dire, là, on est en train de parler des prochaines années de ta vie, potentiellement un épanouissement que tu retrouverais dans aucun job salarié ailleurs. Ça mérite que bah, tu portes tes coronesses et que tu y ailles et que tu demandes cette rupture conventionnelle, ou que tu demandes, enfin voilà, que tu te débrouilles. Et encore, parce que moi, j'avais pas 5 ans d'ancienneté, mais si tu as 5 ans d'ancienneté, tu peux même Bah, obtenir c'est des ce que j'ai fait moi, allocations la démission sans reconversion là. rupture C'est ça. conventionnelle. C'est comme ça que j'ai réussi à Donc les avoir parce que il moi y a je des pouvais pas moyens. avoir la rupture. Et après, pour appuyer un peu ton propos et pour motiver les gens aussi à passer à l'action sur s'ils veulent lancer leur business, c'est au pire quoi. C'est quoi le pire qui puisse t'arriver? Moi, c'est toujours ce que je me dis quand j'ai une décision importante à prendre, un gros problème, c'est quoi la pire conséquence qui puisse passer? Ça marche pas. Bon. Et c'est quoi après c'est quoi la solution de repli? Bah, tu retournes dans le salariat. Enfin, tu vois, enfin, à moins que tu sois vraiment avec t'as un seul employeur en France et que t'as que lui et qu'après tu te le mets à ta dos machin. Et moi, je sais que voilà, j'étais ingénieur dans l'industrie. Ah, tu remets ton CV sur la PEC, putain, t'as 15 coups de fil le lendemain. Enfin, j'exagère un peu, mais retrouver du travail, j'aurais pas de souci, tu vois. Et, euh, et je Mm. pense que si t'as un peu d'expérience, que t'as la trentaine, que t'as 5-10 ans d'expérience dans ton domaine, je ne pense pas que tu vas trop galérer à retourner dans le salariat. Alors peut-être que psychologiquement ce sera pas Mm. facile de dire bah voilà, je reviens là où j'étais avant, mais au moins tu auras essayé. Clairement. Et enfin, quel est le plus gros, qu'est-ce que tu préfères avoir? Le regret de te dire j'ai pas essayé, mais ça aurait pu marcher, ça aurait pu être une expérience incroyable, ça aurait pu changer ma vie, ça aurait pu être une période d'épanouissement, d'aventure exceptionnelle, mais ça a pas marché. Ou est-ce que tu pourrais dire bah non, en fait je l'ai même pas essayé, et du coup je serais resté dans cette situation, tu vois. C'est un petit peu c'est un concept que j'aime bien, je sais pas si tu connais le paradoxe de la région bêta. Non, je veux bien que tu me l'expliques. Le paradoxe de la région bêta, c'est un concept qui explique que finalement, il y a certaines situations dans lesquelles tu te retrouves qui sont vraiment pas ouf. Exemple, un job qui te passionne pas, dans lequel bah, tu passes tes journées presque, tu vois, un peu à t'ennuyer, t'es pas particulièrement épanoui, tes collègues t'emmerdent, enfin voilà, tout ce que tu veux, c'est en mode bon bah vraiment ma vie elle est pas ouf, en tout cas sur le plan professionnel, mais c'est pas assez mauvais pour me À motiver changer de vie, à ouais. partir. Et finalement, le paradoxe, il réside dans le fait que si jamais
ta situation, elle était pire que ce qu'elle est actuellement, et ben en fait, ça te motiverait à trouver d'autres solutions, à changer de job, à changer de poste, à faire quelque chose finalement, à passer à l'action pour avoir une vie épanouissante, remplie, dans laquelle tu es heureux. Et donc, il y a tellement de personnes qui subissent ce paradoxe et qui se disent: «Bah, franchement, je suis pas très heureux dans mon job, mais oh, ça pourrait être pire, quoi. Je gagne, tu vois, bon, bah, ça paye pas trop mal, Ouais. ah, bah, je fais pas des très gros horaires». Alors certes, hein, je me dirais pas heureux et épanoui, Mais au moins, mais j'ai au mon salaire à la moins, fin du bah, mois et ça fait le machin, j'ai taf. ma stabilité, je peux partir en vacances. Ouais, mais ça, moi, c'est le discours que j'entends de tout mon entourage, tu vois? C'est je connais personne dans mon Mmh. entourage qui est épanoui, à fond et le discours que tu dis, alors c'est super important parce que c'est super intéressant parce que tu viens de mettre un mot sur, ben, tout ce que vit, je pense, 80 des gens qui ont leur travail. Alors, je pense qu'il y en a et à l'inverse, il y en a qui, par contre, qui sont épanouis, hein. Bah, là, pour le coup, c'est plutôt des clients à moi que j'ai et Heureusement, heureusement, c'est des heureusement, clients à bien moi qui sûr. viennent me voir vraiment pour investir et qui me disent: «Moi, la liberté financière, ça m'intéresse pas. L'entrepreneuriat, ça m'intéresse pas parce que je kiffe mon travail de salarié» et ça, mais c'est trop bien, tu vois? Enfin, si, tu arrives à à lier la stabilité du salariat avec, ben, la passion, bah, c'est trop bien, tu vois? Mais c'est vrai que, Mmh. ce que tu dis, il y en a quand même plein, dans ce cas-là, quoi. Bah, ouais, c'est ça, et encore une fois, c'est de se rendre compte que c'est possible de lancer, son activité, de faire autre chose en parallèle, de commencer à faire 1 heure par jour, puis 2 heures, Puis voir si ça nous puis, plaît aussi, essayer quoi. de créer une Voir si ça plaît. Ça permet ouais, 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 de tout à tester fait. l'idée, de voir si c'est déjà voilà, ça peut faire remplacer un salaire et puis voir aussi, si ça plaît de faire du business en ligne. Mais là, on parle de business en ligne, mais après il y a pas que le business en ligne aussi, hein, tu peux monter Mmh. une Mmh. boulangerie, enfin bref, tu peux faire un business plus traditionnel, Ouais, hein. ouais. Bah, ouais, il y a plein de c'est vrai que, tu vois, moi, je vois un peu la différence entre, le business de service, en Mmh. ligne et tu vois, ma copine, par exemple, elle fait, bah, elle a une entreprise, elle est entrepreneur aussi, mais elle fait du produit Mmh. physique, et je Bah, là, c'est vois moins la scalable, quoi. difficulté, la différence. Bah, alors, c'est beaucoup plus difficilement Mmh. scalable et tu as des problématiques qui te paraissent, lunaires Ouais, quand tu es dans le de service. logistique, Exemple, ah, bah, le produit, il est resté bloqué à ah la ouais, ouais. poste, ah, bah, les frais de livraison, ils ont augmenté, ah, bah, en fait, le produit, il est arrivé avec un défaut de Mmh. fabrication. Tu vois, c'est des trucs où quand tu fais du service, tu es là en mode Ouais, genre: «Mais ouais. c'est tellement compliqué», donc bon, encore une fois, il y a certains business, certaines passions qui Mmh. Du nécessitent produit, d'avoir, ouais. un produit physique, donc c'est Mmh. fine, hein. Mais le plus simple pour commencer, c'est très, très largement Mais c'est d'avoir un surtout que service. Et ça du te coup, demande pas, justement, en fait, vas-y, vas-y. d'investissement en temps et en matériel, en Mmh. fait. En matériel, Ouais. très Ouais, peu. ouais, ouais. Enfin, je sais pas, si tu veux lancer ton Mmh. podcast, tu as besoin d'un micro, quoi et ça te coûte 100 balles. Enfin, moi, Ouais. j'exagère, mais oui, j'exagère même pas, en fait. Mmh. Non, ça coûte vraiment ça, Non, si, si, ouais, ouais. et tu as pas besoin de locaux, tu as besoin de louer, tu as pas besoin de la poste, tu vois? Tu pas De CAPEX, d'investissement initial, quoi, ouais, de c'est gros vraiment tu as investissements besoin initial, de ouais. rien, finalement, sans business. Parce que ça qui est bien, c'est que tu peux tester l'idée, finalement, en plus de ton taf, sans prendre trop de risques financiers, sans Investissement, ouais, c'est ça. d'argent, quoi. Ouais. Et alors que c'est vrai que quand tu lances, ben, voilà, une boulangerie, un bar tabac, hein, marque Une de marque de vêtements, vêtements. c'est vrai que les investissements initiaux, ils sont pas les mêmes, quoi. Tu prends quand même plus de risques. Ouais, 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 ouais. Ouais, clairement. Et justement, du coup, ça m'intéresse de comprendre comment est-ce que toi, t'es passé de cet intérêt et cette création de contenu, gratuite à, un business, une activité, rentable. Comment t'as créé tes premiers produits, tes premiers services? Comment tu les as pricés? Enfin voilà, ça a été quoi les étapes pour passer d'un hobby à, une activité, financièrement Alors rentable? j'ai commencé par une formation en ligne, bah, sur la gestion de budget, alors que je ne me rappelle même plus comment elle s'appelle déjà, je crois qu'elle s'appelait, «Épargner malgré les imprévus», elle s'appelait. OK. Donc voilà, j'ai expliqué en gros ma méthode de gestion budgétaire et comment épargner plus et comment faire face aux imprévus. Parce que c'était les difficultés, qui revenaient le Mmh. plus dans la gestion de budget, hein, c'est ouais, c'est bien beau d'être machin, mais il y a les imprévus. Donc c'était ma formation initiale. Alors j'ai pas fait un chiffre, j'ai fait un petit chiffre, mais j'ai fait un chiffre. Parce que moi, à la base, quand je l'ai lancé, je me suis dit: «Ouais, mais attends, je la vends même pas et tout», tu vois? J'avais une toute petite audience, mais j'ai quand même lancé et quand j'ai vu que des gens ont acheté et ont été contents, parce que c'est aussi tout aussi important, parce que c'est bien beau que les gens achètent, mais j'ai envie qu'ils soient contents de ce qu'ils achètent. Bah, c'était, on va dire, la première étape de monétisation et aussi en parallèle, bah, le coaching. J'ai aussi, bah, proposé mes services de coaching sur la gestion budgétaire.
Donc on va dire Mhm. plutôt dans l'inverse, hein. J'ai commencé d'abord avec le coaching, que je facturais vraiment, vraiment pas cher, mais vraiment ridiculement bas, parce que tu sais, syndrome de l'imposteur, j'avais pas confiance, machin et tout, Bien et sûr. j'étais encore en phase de thèse, donc les premiers clients ont vraiment bien profité de ça. Après, j'ai augmenté voilà, petit à petit mes tarifs en fonction de, voilà, de ma légitimité, de mon expérience. Et voilà, et ensuite, au bout de 6 mois, 1 an, j'ai lancé ma première formation sur la gestion de budget. Et puis ensuite, vu que j'ai commencé à parler d'investissement, j'ai lancé des formations sur l'investissement aussi. Donc, on va dire la première étape, c'était du coaching, la formation, et puis maintenant, l'autre façon, c'est le sponsor de podcast, qui est pas tout le temps, mais Mhm. qui arrive de temps en temps, où voilà, je me fais rémunérer par des partenaires sur du sponsoring de podcast. Donc, en gros, c'est aujourd'hui mes Mhm. 3 façons de gagner de ma vie avec Investir Simple. C'est voilà, à Mhm. peu près un tiers, je dirais, même s'il me faudrait un peu plus de recul pour avoir un peu plus Mhm. de data, mais c'est à peu près bien réparti entre les 3. Ouais. Du coup, ce que tu appelles coaching, c'est l'accompagnement patrimonial C'est ça, c'est indépendant, ça. c'est ça? Enfin, j'ai encore, tu vois, le réflexe de coaching budgétaire, donc je dis encore coaching, et j'essaie d'ailleurs m'enlever l'étiquette de coaching, parce que c'est pas vraiment du coaching. Enfin, Ouais. c'est du conseil financier, quoi. C'est un accompagnement, moi j'appellerais ça accompagnement Ouais, patrimonial. moi je l'appelle un peu n'importe comment. J'appelle ça mission de conseil en investissement, gestion de Mhm. patrimoine, Mhm. enfin voilà. Mais Ouais, ouais. c'est du conseil en investissement, Non, c'est de mais l'accompagnement patrimonial, oui, clairement. et c'est bien parce que c'est relativement bien. Il y a une bonne synergie, je pense, entre les canaux. Alors bon, le sponsoring, je pense que c'est un petit peu à part. C'est en Mhm. plus, comme tu dis, en plus, c'est pas à chaque fois. Voilà, c'est plus du bonus. Mais la partie coaching plus formation, c'est intéressant. Je le fais aussi à titre personnel, professionnel même, parce que dans le coaching, tu es en contact direct avec les personnes et donc tu entends leurs besoins, tu assimiles les questions, tu te dis, ok, bah les différents profils que j'accompagne ou ceux qui sont intéressés par mon contenu et mes conseils, c'est profil A, profil B, profil Mhm. C. Et dans ces profils-là, leurs besoins, leurs moyens, leurs objectifs, c'est X, Y, Z. Et c'est en comprenant bien ces différents éléments que tu vas pouvoir construire une formation qui, derrière, est beaucoup plus scalable. Tu peux passer à l'échelle plus facilement, tu peux le distribuer à Mhm. plus grande échelle facilement. Et donc, je pense que c'est important de faire les deux. Se limiter au coaching, alors au début, pourquoi pas, mais c'est assez limité pour la simple raison que on a C'est 24 ça heures le dans une temps. journée et que tu peux pas faire du coaching 8 heures par jour. C'est mentalement, physiquement, psychologiquement, Et c'est puis beaucoup trop c'est dur. rinçant le Mais de coaching, hein. Je l'autre, sais pas ce que ouais. t'en penses, mais Et c'est moi quand rinçant, je ouais, sors ouais, d'une bien sûr, session ouais, ouais. d'une heure ou d'une Bah, heure et quand j'en demie, fais, tu sors, ouais, ouais, t'es rincé, quoi. ouais. Le max que j'ai fait, c'était genre 3 heures, tu vois, d'affilée, Ah ouais. et back to back parce que c'était même pas volontaire, mais bref. Et ouais, t'en sors, Ah, tu tu vidé, l'impression hein. d'avoir fait une journée de Tu 12 es heures, tu vois? vidé, quoi. Ah ouais, ouais, tu Mmh. vidé. Donc non, le coaching, c'est bien pour comprendre le besoin du marché et aussi se rapprocher des profils qu'on pourrait accompagner à l'avenir. Mais derrière, le côté formation, c'est important. Et commencer directement par la formation, c'est peut-être un peu délicat parce que finalement, est-ce que tu es certain de construire une formation qui va vraiment répondre à un besoin? Est-ce que tu connais vraiment ton persona, ta Mmh. cible? Et ça, c'est le piège dans lequel je pense beaucoup de personnes se lancent, c'est qu'ils se disent: «Ah, moi j'ai une idée, je vais faire une formation, je vais faire un service là-dessus». Et vont passer des semaines, voire des mois à construire leur produit ou leur service, mais ils auront jamais parlé à un client potentiel, ils auront jamais confronté leur idée au marché. Et après, en fait, ils sortent leur produit au bout de 3 mois ou je ne sais Puis combien de ça se vend temps, pas. et ils se rendent compte qu'en Ça fait, répond pas à un besoin. il Ouais. n'y a pas de marché, ou bien que le marché n'est pas intéressé par leur produit ou par leur service, et qu'ils se disent: «En fait, j'ai perdu 3 mois». Donc il faut faire attention, et en fait, la partie coaching, elle est très intéressante pour la compréhension du C'est ça, marché. pour savoir exactement quel problème tu vas résoudre finalement. Exactement. Et du coup, c'était quoi peut-être les erreurs que tu as fait quand tu t'es lancé, et avec lesquelles tu regardes un petit peu de recul en te disant: «Ah bah, si j'avais pas fait ces erreurs-là quand je me suis lancé, j'aurais gagné du temps ou de l'argent». Déjà, je t'ai dit tout à l'heure, la partie site internet. Je pense que voilà, se Mmh. prendre le chou sur, en fait, j'ai perdu beaucoup de temps sur des détails, et je pense que ça, c'est vraiment commun à tous les gens qui se lancent sur, le nom, sur, voilà, le site internet, le Le logo. logo, tout ça. Enfin, au début, on s'en branle, quoi. Enfin, bon, on s'en fout Mmh. de. Enfin, c'est après quand tu commences à grossir que tu vas dire ok, bon là il faut que je fasse plus pro et je vais revoir le logo et tout. Alors le nom finalement c'est quand même assez important. Pour le coup, c'est quand même important de vérifier qu'il est pas déposé. Enfin voilà, parce qu'après si tu commences Mmh. pendant 3 ans à développer un nom et qu'après on t'attaque, tu peux être embêté. Donc ça pour le Ouais, coup le nom il faut quand même faire ouais. attention. Mais le site internet, de passer 6 heures sur WordPress à faire le meilleur site du monde, machin et tout,
Voilà. Donc, 6 non, heures, non, t'es non, gentil, mais hein. j'ai passé, moi, je sais pas combien de dizaines d'heures, hein, c'est vraiment un scandale, hein, le temps que j'ai passé. Mm. Surtout qu'en plus, pour qu'au bout de 3 ans, je change tout, je passe sur un autre CMS et que j'ai dû tout refaire. Donc voilà. Euh, Première erreur, ouais, je pense pas passer perdre trop de temps avec la technique ou avec le matos. Deuxième erreur, ne pas avoir considéré suffisamment la richesse d'une base mail. Je pense que ça, c'est le plus important. C'est que t'as beau faire du contenu sur les réseaux sociaux, c'est comme un locataire en final de Instagram, LinkedIn. Il te loue un petit peu ton audience parce qu'à tout moment, tu peux être banni, à tout moment, le réseau il est plus à la mode, à tout moment, l'algorithme il te montre plus. Tu vois, c'est con, mais sur Insta, je dois avoir 7000 abonnés. Bah, je sais pas, du jour au lendemain, je vais faire peut-être 2000 vues sur une story et le lendemain, je fais 200 vues, quoi. Alors que je suis en plein lancement de produit. Et justement, Mm. parce que je suis en lancement de projet, il le voit, il le sent, donc il me ghost complet. Donc, euh, les réseaux sociaux, c'est très bien pour toucher une audience froide, mais le plus rapidement possible, les mettre dans ta base mail pour que tu puisses leur écrire quand tu veux. Parce que la force du newsletter, alors oui, tu peux apparaître en spam et compagnie, mais généralement, quand quelqu'un te lit, qui est fidèle, ben, au moins tu es sûr qu'il recevra ton information. Que tu lances un produit gratuit, payant, bref, quelle que soit l'info, il sera au courant. Alors sur les réseaux, ben, tu as ce truc-là, tu dépends de l'algorithme qui change en plus tout le temps. Donc, deuxième grosse erreur que j'ai fait, c'est de ne pas avoir considéré la richesse de construire une base mail et d'avoir mis très longtemps à avoir fait un lead magnet, donc on va dire voilà, un produit gratuit qui permet voilà, après de mettre d'avoir ton audience au chaud sur ta base mail et qu'elle puisse recevoir tes infos. Voilà. Et je sais pas, tu m'as demandé 3, attends, je t'en ai donné 2, si je devais t'en donner un troisième. Oh, j'avais demandé, enfin, Allez. si t'en as 3, c'est très bien, mais c'était pas obligatoire. Ouais, peut-être non, j'allais dire le podcast. Non, en fait, le podcast, c'est justement la meilleure chose que j'ai fait. C'était le meilleur choix. Bah, justement, ça allait être ma question suivante, c'était quoi les meilleures choses que tu as faites? Mais juste avant, peut-être, pour revenir sur les points que tu as mentionnés, ils sont Mmh. fondamentaux. Très clairement, ne pas passer trop de temps sur, des détails comme, le site internet, le logo, la police, que sais-je, la charte graphique, tout ça, c'est vraiment dans un second temps, voire même dans un troisième temps. Moi, je connais des gars, ils font 200 300 400 000 € de chiffre d'affaires, par an, en Mmh. solo, hein. Ils ont, pas de site internet, leur page de vente, c'est fait sur, Tally. Mmh. Enfin, tu vois, ils ont un module Stripe, Et basta, et quoi. c'est tout, quoi. Donc, il y a pas besoin, de beaucoup de techniques pour vendre, et c'est pas pour autant, en plus, derrière, que tu te dis: «Ah mais ça va faire cheap» ou quoi que ce soit. Non, non, l'important, c'est comment tu communiques les choses, mais il faut pas perdre du temps sur la technique. Et pareil sur la base mail, fondamental. Ça, c'est quelque chose qu'il faut que les gens comprennent par rapport aux algorithmes ou par rapport aux réseaux sociaux. C'est que les algorithmes, ce sont des plateformes, enfin, les réseaux sociaux sont des plateformes algorithmiques. Et donc, tu n'es pas propriétaire, mais tu es locataire de ton Mmh. audience. Et si demain, comme tu l'as dit, Instagram, LinkedIn, YouTube, peu importe, décide de te blacklister, et de dire, bah, en fait, je sais pas, Thomas, on l'aime plus, ou bien on n'aime plus parler de finance ou d'investissement, ou c'est plus dans nos conditions générales d'utilisation, etc., bah, tu perds ton Tu audience. perds tout, quoi. Et là-dessus, tu perds tout Mmh. quand la totalité Donc de ton c'est acquisition passe par, les réseaux sociaux, bah, c'est extrêmement, extrêmement grave. Alors que la base mail, c'est la seule audience dont tu es le propriétaire propriétaire, et tu et c'est la fais façon la plus et en plus, moi, ce que sûre je conseille de de faire, contacter les ce gens, que je quoi. fais, moi, tous les 2 mois, hein, c'est tu ta base mail et tu l'as en fichier Excel Mmh. sur ton PC, sécurisé. Et que si, Mmh. même si demain ta plateforme où voilà, où tu envoies tes newsletters, bah, je sais pas moi, elle fait faillite, elle est piratée, machin, que tu as vraiment ça sur une clé, c'est à toi, quoi. Il faut que ça t'appartienne et que tu l'exportes et que tu laisses ton PC, quoi. C'est vraiment ça Mmh. enfin, j'appelle ça mon trésor de guerre. Et Mmh. j'allais dire un autre truc sur les réseaux, enfin, je pense à beaucoup de gens qui ont explosé sur Insta, par exemple, et qui ont, je sais pas moi, 80, 100 000 abonnés, qui font tout leur chiffre d'affaires sur Insta, donc très bien, je comprends tout à fait qu'ils communiquent que sur Insta, mais il faut absolument qu'ils aient voilà, qu'ils fassent, je sais pas moi, qu'ils récupèrent les mails d'une façon, mais en communiquant sur Insta. Parce que même s'ils ont tout sur Insta aujourd'hui, on n'est pas à l'abri que demain, l'algorithme change, que leur profil soit blacklisté. Moi je te raconte mon expérience rapide là, sur Facebook, là, quand j'ai lancé mon budget design juste avant enfin, mon ancien nom, ça s'appelait Harmonie, ça s'appelait. Euh, ben, j'ai été blacklisté de Facebook. J'avais lancé de la pub Facebook, ils m'avaient bloqué la pub, chose que je ne souhaite à personne, pas très agréable. Je l'ai revécu il n'y a pas longtemps en plus. Et vu qu'elle est.
Pourquoi est-ce qu'il l'avait Mais je sais bloqué? pas, bah, c'est toujours le problème avec la pub Facebook, hein, c'est que tu sais jamais pourquoi on te la bloque. C'est refusé, mais on ne sait pas, tu sais pas, c'est pas ce qui va pas en fait. Donc du coup, qu'est-ce que j'avais fait? J'avais juste modifié un truc, et vu que c'était rebloqué une deuxième fois, on m'avait désactivé mon compte publicitaire. Donc, Ok. fais gaffe. Enfin, si un jour ça arrive à des gens, voilà, vous pouvez me contacter, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé, c'était le drame. Et bref. Et du coup, ce qui se passe, c'est que quand tu as ton compte publicitaire désactivé, bah, quand tu crées un autre compte publicitaire, eh ben, il est tout de suite désactivé. Ça, c'est des robots qui disent à un humain, t'as pas le droit de faire ça, tu vois. Et après, le pire, c'est que du coup, bah, j'étais tout bloqué, donc j'avais supprimé mon profil Facebook. J'en avais recréé un. Et à chaque fois que je recréais un profil Facebook, eh ben, il me supprimait, il m'interdisait. Mais comment il faisait pour Bah, savoir il que le c'était savait toi? parce que avec mon nom, Mais tu utilisais pas le même mail, bah, je j'ai suppose. essayé avec d'autres mails et ça n'a pas marché non plus. Je te jure, je sais pas comment ils se sont débrouillés, mais en gros, j'étais complètement banni avec ce nom-là. Alors avec le nom hein, du business, hein, pas avec mon nom de famille. Donc du coup, j'ai dû changer de nom. Vu Ok, que j'étais au tout ok, ok, début, ouais, ça je vois. allait, mais si ça m'arrive aujourd'hui, ce serait le drame, quoi. Donc petite expérience pour dire que si demain, voilà, ça fait 3 ans que tu bosses ton business, tu as un gros branding et tout, tu as ta page et ton compte Insta, machin, et que, bah, je sais pas moi, tu te prends pas suffisamment en considération un refus de pub Facebook et que tu te fais désactiver, et que tu comptes, bah, on va dire, avoir une bonne partie de ton audience et ton trafic froid grâce à la pub Facebook, bah, tu peux vraiment être emmerdé, quoi. Et en plus de ça, bah, ton compte, il Ouais. peut être clairement être blacklisté par Facebook et Insta. Bon, bref, parenthèse Ouais, terminée, mais ouais, bah, non, mais c'est plein de considérations à avoir quand on se lance et plein de sujets et tu vois, moi pareil, hein, à la base, j'étais sur LinkedIn, je publiais beaucoup sur LinkedIn et en fait, je me suis fait bloquer mon compte, je ah sais ouais. plus, 1 fois, 2 fois, 3 fois parce qu'ils croyaient que j'utilisais des outils d'ajout de personnes automatiques alors que c'était même pas le cas. C'est juste que j'ajoutais les gens qui commentaient, et qui likaient mes publications en me disant: «Ah bah, ça me permet d'augmenter un Mmh. peu ma base». Tu sais, au début, quand tu commences, tu es un peu à la recherche des Mmh. abonnés, quoi. Tu as envie d'avoir plus d'abonnés. Mais j'utilisais même pas d'outils automatiques. LinkedIn avait détecté ça comme l'utilisation d'outils automatiques et je me suis fait bloquer mon compte 1 fois, 2 fois, 3 fois et je me suis dit: «Non mais attends, Waouh. là c'est pas possible en fait, genre, si demain il continue et que mon business il continue à se développer via LinkedIn, je peux pas me permettre du jour au lendemain d'avoir mon compte bloqué». Même s'il me le débloquait derrière parce que je devais contacter le support et il me disait: «Ah bah, les détections d'outils automatiques», j'expliquais, je prouvais que j'utilisais pas d'outils automatiques, puis il me le débloquait. Mmh. Mais c'est des heures Ah de ouais. perdu, un stress et une Non, mais charge surtout le mentale stress, dont tu te tu passes te très dis largement. l'impact que ça a sur ton business. Enfin, Ouais, c'est juste énorme, mais ils ouais. se rendent pas compte. Et le pire, c'est que, enfin, ça m'est jamais arrivé sur LinkedIn, mais sur Facebook, c'est que tu peux parler à personne, quoi. T'as personne derrière. C'est que des Ouais. robots derrière. Alors, tu peux faire des demandes de contact de support, mais c'est ultra exceptionnel. Ils répondent au bout d'une semaine. Enfin, et puis, t'as un mec qui est mal luné derrière et il dit bah non, finalement, je veux pas. Tu vois. Enfin, c'est euh, c'est très compliqué. Donc, ouais, très important de ne pas dépendre que des réseaux sociaux. Utiliser les réseaux sociaux, oui, de Ouais. toute façon, c'est obligatoire aujourd'hui Pour pour se se faire faire découvrir. découvrir, pour le trafic froid, mais dès que, bah voilà, dès que c'est du trafic chaud, le mettre au chaud sur ta base mail. Et autre chose importante, hein, c'est le même mettre sur ta clé. Hein. J'avais lu un gars que je suis beaucoup qui racontait qu'il y avait un de ses abonnés qui stockait sa clé USB dans un coffre-fort à la banque où il y avait sa base mail dedans, tu vois. Genre pour montrer à quel. OK, ouais, Ouais, bon bon, là, le c'est mec, il est peut-être peut-être un c'est peu peut-être un extrême, tu petit peu vois. Il est peut-être un peu excessif. extrême, mais Peut-être qu'il avait 200 000 abonnés ou alors, je 500 sais 000, je pas, sais mais pas en tout combien, cas, ça prouve en fait à quel point c'est important finalement enfin, que ta base mail, c'est ton trésor de guerre, quoi. Et ça, ouais. enfin, on repart sur les erreurs, mais c'est que j'ai mis beaucoup trop de temps à le comprendre. Mmh, mmh. Ouais, ouais, bah, je te comprends parfaitement et ça, c'est peut-être le conseil qu'on donnerait aux gens qui veulent se lancer, c'est certes, utiliser les réseaux pour vous faire découvrir, c'est un excellent outil, mais ne restez pas dépendant des réseaux parce que, encore une fois, vous n'êtes que locataire et non pas propriétaire de, votre audience. Pour être propriétaire et conserver votre audience, il vous faut une base mail, créez-la, chouchoutez-la et en plus, ça permet de faire ce qu'on appelle du nurturing, c'est, bah, fournir de la valeur, donner de la valeur à son audience, par mail, pour que derrière ils se disent: «Ah bah, en fait, je te Ouais, mais lis». c'est C'est ça. l'intérêt d'une newsletter aussi, tu C'est vois? voilà, c'est très bien que tu dis ça parce que pour que j'ajoute un truc très important, c'est que l'idée, c'est pas d'avoir une base mail pour les spammer ou leur envoyer des conneries. Non, non, c'est de leur donner de la Ouais, valeur. Hein. C'est c'est que, ça, ouais. enfin, moi, si je Ouais. récupère des mails, alors je les récupère soit parce qu'ils veulent s'inscrire à mes mails, soit parce qu'il y a mon lead magnet, mais j'envoie un mail tous les lundis matin où je donne de la valeur et gratuitement. Tu vois, Mmh. Mmh. j'accorde aussi beaucoup d'importance que ce soit toujours gratuit. Alors, il y a des périodes où je vends des produits, clairement, quand je fais des lancements de formation, des Mmh. masterclass, il y a des choses à vendre, mais je donne toujours aussi l'opportunité de dire, ok, ben, si le payant ne t'intéresse pas, tu cliques là. Mais, mais voilà, c'est important, il ne faut pas récupérer des mails juste pour les récupérer, il faut aussi après, faut pas les spammer, quoi, tu vois. Il faut apporter de la Ouais, valeur ouais, derrière, ouais, quoi. exactement.
Ouais, ouais, ouais. Ouais, c'est ça, c'est tout un équilibre délicat qui vient, je pense, un peu avec l'expérience entre, l'envie de vendre parce que, bah, tu es aussi là pour ça, mais l'envie de pas spammer ton C'est ça. audience et Il de faut la dire: «Ah bah, attends, soigner. j'ai pas envie de les Il saouler faut à la leur soigner dans parler». les 2 sens. C'est-à-dire qu'il faut pas, après je sais que enfin, ce que je dis, ça peut être décrit par certains et il y en a qui vendent tous les jours avec du mail quotidien et qui ça marche bien, hein. Bon, Mmh moi, mh. c'est vrai que c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. J'ai envie de, voilà, de faire du gratuit et du payant dans ce que j'écris et j'ai envie que la personne qui s'inscrit à ma newsletter aussi, elle a envie de me le lire et pas forcément se sentir, voilà, que je lui vends un truc tous les lundis matins, quoi, tu vois? Mmh mh, mmh. Ouais. Mais bon, comme tu l'as dit, le fond du sujet, c'est apporter de la valeur, créer un lien de confiance, être présent sur le long terme, ne pas se défocus, perdre du temps sur, des détails comme, son logo ou sa charte graphique ou je Mmh. ne sais quoi, mais, se confronter au marché grâce au coaching, faire des discussions avec des gens, avec des clients potentiels, comprendre leurs besoins, comprendre leur profil, comprendre leurs désirs et ensuite créer une offre qui y répond de façon efficace et au début, bah, tu l'as dit, tu faisais des coachings, très bon marché, mais c'est Mmh. normal, hein. Je veux dire, même moi aussi, quand j'ai commencé, c'était hyper, hyper cheap. Mais c'est parce que, comme tu dis, un peu syndrome de l'imposteur. Et donc, c'est OK de pas facturer cher au début, ne serait-ce que parce que tu as pas de Ouais, tu as pas de crédibilité ou preuve moins de sociale aussi, pas crédibilité. d'expérience, Tu donc as pas ouais. de preuve sociale. Donc, c'est OK de facturer pas beaucoup au début, mais il faut pas rester dans cette situation et se dire, bah, faut progressivement Mmh. augmenter ses prix. Toi, c'est ce que tu as fait, Ouais, je ouais, suppose, tu as complètement, augmenté ouais. tes prix Ouais, mes progressivement? prix, ils augmentent tout enfin ils augmentent, ils changent toujours en tout cas. Puis il y a la partie budgétaire aussi où je suis arrivé quand même à un certain plafond et là sur la partie investissement, bah, ouais, là du coup je suis au tarif que je t'ai dit tout à l'heure et j'exclus pas non plus Mmh. qu'ils évoluent parce que, ben, je change aussi mon offre des Bien fois, sûr. je change aussi mon positionnement donc je suis Mmh. encore, enfin voilà, ça peut encore évoluer, clairement. Mmh mh, mmh. Ouais, c'est normal, c'est normal et l'important, c'est d'être à l'aise. En fait, il faut à la fois être à l'aise avec ses prix et en même temps, moi, c'est un ami à moi qui m'a qui m'a beaucoup parlé de ça, c'est si, tu pas, si jamais tu choques pas un petit peu la personne en face avec tes prix, c'est que tu pas assez cher et ça, c'est et je pense que c'est alors c'est une mentalité très ballsy, très, tu Ouais. vois, très, très bullish de faire ça, mais c'est vrai que sinon, si jamais tu es vraiment 100 à l'aise, trop à l'aise presque, j'ai envie de dire avec tes prix, c'est qu'au fond, bah, tu devrais te pricer un petit peu plus cher, en tout cas, tu pourrais te pricer un petit peu plus cher. Mais bon, ça, c'est toute une autre Mmh. discussion, qu'on pourrait avoir, mais voilà, c'est important de progressivement, augmenter tes prix. Thomas, écoute, ça fait déjà un petit moment que qu'on se parle, l'heure tourne. C'était super, super enrichissant comme échange. Peut-être pour les auditeurs qui voudraient en apprendre un petit peu plus sur, bah, tu vois, que ce soit Investir Simple, ton podcast ou tes accompagnements, où est-ce qu'ils peuvent te contacter? Alors, vous pouvez me contacter, bah, allez sur mon site internet investirsimple.com. Là, à l'heure où on parle, le fin décembre 2023, je ne prends plus de nouveaux clients parce que j'en ai eu énormément ces derniers temps. Donc, pour l'instant, c'est sur liste d'attente. Donc, si vous êtes intéressé, bien sûr, il y a une liste d'attente, hein, vous m'écrivez et puis et vous serez les premiers recontactés si vous voulez faire du conseil. Mais avant, enfin, moi, je pars du principe, et on n'a pas eu le temps d'en parler, mais je pars du principe qu'avant même de vouloir travailler avec moi, je pense que c'est bien de savoir qu'est-ce que je raconte de manière gratuite. Donc, il y a le podcast Investir Simple. Il y a 130 épisodes, vous avez largement de quoi faire. Il y a des épisodes avec des invités, des épisodes en solo. Donc c'est un bon premier pas pour voir si vous êtes aligné avec ma philosophie d'investissement. Et sinon, bah, le moyen le plus simple aussi, hein, c'est de lire la newsletter du lundi matin. Donc soit vous vous abonnez directement, soit vous pouvez télécharger mon fameux lead magnet, hein, qui s'appelle le Kit Investisseur. Dedans, il y a un guide pour générer 6 revenus passifs. Il y a voilà, un tableur de rentabilité locative pour l'immobilier, un simulateur de retraite anticipée. Enfin bref, il y a plein de choses sur l'investissement. Donc voilà, ça peut être un bon premier démarrage pour voir un peu ce que je raconte, quoi. Donc Investir Simple, podcast, la newsletter, Podcast, l'Instagram aussi, et le LinkedIn, je me lance doucement sur Instagram. LinkedIn, voilà, mais C'est vrai que je te vois arriver un ouais, petit peu c'est sur ça, LinkedIn, là, welcome, welcome. je démarre doucement. Mais voilà, le mieux, on va dire le mieux pour me suivre, c'est newsletter et podcast. OK, top. Et peut-être, la dernière question que je pose, c'est, est-ce que tu aurais une suggestion pour un futur invité sur le podcast? Alors, je te pensais au dernier que j'ai invité moi et je vais t'en conseiller un, OK. mais j'ai vu que tu l'as invité il y a pas longtemps. J'ai beaucoup accroché avec, Jolan, de Boursogram, mais j'ai Mmh. vu qu'il est déjà passé chez toi, Ouais, je peux pas yes. te le conseiller. Hem les personnes de Trade Republic, Mathias Bacchino et Ouais, j'ai reçu Mathias, mais j'ai pas reçu Vince. Tu penses bah, Vincent, moi je Vincent le aussi? reçois là, je l'interviewe vendredi mais j'ai eu un call avec Ouais. lui pendant 1 heure, super feeling, donc je douterai pas une seconde, de Mmh. la qualité de l'interview.
Sinon, quelqu'un avec qui j'ai beaucoup accroché, alors c'est plus immobilier, je sais pas si tu fais aussi de l'immobilier, immobilier physique. Si, un petit peu, ouais. Monsieur Rodolphe, je sais pas si tu le connais, c'est, Ah oui, oui, un de nom, oui, oui. youtubeur, qui cartonne bien sur l'IMO. Voilà, c'est un des derniers invités, avec qui j'ai vraiment passé un super moment et qui apporte beaucoup, beaucoup de valeur aussi. Donc, ouais, Très, je très sors clair, peut-être un ouais, peu ouais. de ta niche, mais, Non, mais c'est bien, on m'avait déjà parlé de Monsieur Rodolphe une fois et ça pourrait être intéressant. C'est vrai que moi, à titre personnel, je suivais pas forcément ses contenus, mais j'ai vu que ça marche pas mmh, mal et donc je pense qu'il aurait pas mal de choses à partager, surtout qu'il est, comme tu dis, youtubeur, donc en plus, il est aussi un peu dans cette mouvance de créer du contenu, partager gratuitement complètement. et tous ces sujets de side business dont on a pu parler. Ouais, donc voilà, je pense que tu regretteras pas de l'inviter. Enfin, en tout cas, moi, l'épisode que j'ai fait Génial. avec Et ben lui, écoute, je me suis régalé, quoi. nickel. Bah écoute, merci beaucoup Thomas, c'était un plaisir de t'avoir sur le grand bain et peut-être à une Bah, merci prochaine à toi, fois. Charles Elias, en tout cas, et merci beaucoup. À bientôt.